Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 268 du Basket Lab, le laboratoire du jeu, et aujourd'hui place aux Charlotte Hornets dans nos bilans 2024 équipe par équipe avec Alexis, anciennement de Hornets FR, et comme d'habitude pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de nos bilans 2024, aussi connus comme les stats de la saison, puisqu'on fait un bilan en 10 stats, 10 points clés, et aujourd'hui, un nouvel invité sur le Basket Lab, quelqu'un qu'on n'avait encore jamais reçu, mais qu'on avait reçu nous à l'époque sur l'écho des parquets il y a fort longtemps, quoique non, c'est pas si longtemps que ça non plus. C'est Alexis, aka Sixela, ancien de Hornets FR. Comment vas-tu, Alexis ? Je vais très bien, merci Guillaume pour l'invitation, ravi d'être intervenant pour ces stats de la saison. Intervenant sur les Hornets, puisque tu les connais bien. Et ouais, comme on disait en antenne, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était sur l'écho des parquets, et c'est pour faire les louanges de James Borrego, donc nous sommes amis, évidemment. Ouais, c'était la belle époque où les résultats n'étaient pas toujours là, mais au moins on avait un jeu agréable à regarder et pas mal d'innovations, c'était vraiment sympa. Gérant aussi, hein, tu m'avais dit du compte Hornets FR pendant pas mal d'années, plus actuellement. Mais non, l'histoire qui m'intéresse, moi, c'est comment est-ce que tu es devenu fan des Hornets, du coup ? C'est une combinaison de plusieurs facteurs. Le premier truc, c'était que le premier ballon de basket que j'ai eu, c'était un ballon Charlotte Hornets. Et ce qui est marrant, c'est que c'était en 2005, donc à l'époque où la franchise était les Charlotte Bobcats. Ouais. Et aussi à l'époque, j'avais le jeu NBA Live 2004 où en fait c'était sur la saison 2003-2004, donc les Bobcats n'étaient pas encore NBA, mais ils étaient déjà dans le jeu pour les matchs d'exhibition. Et en fait, ça m'avait intrigué un peu l'histoire de cette franchise qui sortait nulle part, parce que je découvrais ça, j'étais très jeune. Et je m'étais un peu pris d'attache pour cette équipe. Et aussi la première saison, j'ai vraiment suivi intensément la NBA, c'était la saison 2009-2010 qui était la première saison où les Bobcats avaient fait les playoffs. En plus, il y avait Boris Dio qui était mon joueur favori à l'époque, enfin un de mes joueurs favoris. Donc ça avait fortement joué, je me suis vraiment attaché à cette équipe. C'était pas forcément le bon choix avec le recul, parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de bonheur depuis. Mais voilà, ça fait pas mal d'années que je suis la franchise maintenant. Boris Dio, Gerald Wallace évidemment, 2010. Ouais, Crash, ouais. Qui est vraiment gros joueur. Il y avait Raymond Felton aussi. Raymond Felton à la main, Tyson Chandler. Ouais. Stephen Jackson, d'ailleurs, à l'aile aussi, ouais, cette saison-là. Qui était sur la saison-là. Ouais. Larry Brown en coach, le grand Larry Brown. Ouais, effectivement. Boris Dio, d'ailleurs, le premier panier de l'histoire des Bobcats, à l'époque. Et pas loin d'être le dernier, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça des apparitions de playoffs depuis 10 ans. Non, mais c'est vrai que c'est marrant, parce que moi aussi, je suivais pas la NBA, mais dans les années 2000, je voyais souvent des mecs avec des t-shirts Hornets, mais tu sais, l'ancien logo des années 90, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui avait ça, je comprenais pas trop pourquoi, donc c'était l'ancienne période des Hornets. Bon, on va pas faire l'historique entre Hornets, Bobcats, Pelicans, l'histoire à 3, là. 2 franchises, 3 noms. Bref, donc Alexis, Sixela aussi, qu'on connaît bien sûr très bien sur le Discord également, Discord du Basket Lab, mais aussi donc sur Twitter, c'est Alex Stuff, c'est ça ? Alex Luff, avec Alex Stuff, L-E-U-F. Confond avec ton autre pseudo qui est Stuff, ou alors ou je dis n'importe quoi. Bref. Donc les bilans 2024, qu'est-ce que c'est ? On fait le bilan équipe par équipe, évidemment les 30 franchises, et c'est notre format des stats de la saison. On fait des bilans en 10 points clés, donc 10 stats, soit des stats qui en soi sont intéressantes, soit des stats qui sont juste qui nous servent un peu de prétexte en fait, pour aborder plein de petits sujets et faire le bilan d'une équipe en abordant plein de petits sujets à droite, à gauche évidemment. Et donc on peut y aller directement si tu es prêt. On peut y aller 5 chacun, 5 stats chacun, 10 au final au total. Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour les Charlotte Hornets 2024 ? Alors j'ai choisi 5, et 5 c'est le nombre de joueurs qui ont joué au moins 1000 minutes cette saison avec Charlotte. Donc 1000 minutes, pour se rendre compte, ça avait 40 matchs de 25 minutes, ce qui est vraiment pas grand chose, et pourtant ça fait très peu de joueurs qui ont vraiment beaucoup joué avec la franchise cette année. Pourquoi je choisis cette stat ? C'est pour illustrer vraiment le manque de continuité qu'il y a eu cette saison, avec différents facteurs, que ce soit les blessures, les joueurs qui ont été coupés en cours de route, à la trade deadline aussi, il y a beaucoup de joueurs un peu vétérans de l'équipe qui étaient là depuis quelques saisons, qui ont été échangés pour des nouveaux joueurs. Ce qui fait qu'en fait, avec tout ce turnover, c'est un peu compliqué des fois de sortir des tendances collectives. C'était un peu aussi le but en mettant cette stat-là. Et un peu aussi pour un peu comparer, par exemple, à Minnesota, eux, ils ont 8 joueurs avec au moins 1700 minutes.
Et même si on compare à Dallas qui a fait des changements courte saison, eux ils ont 8 joueurs au moins 1000 minutes. Donc vraiment la 5 avec au moins 1000 minutes c'est vraiment très peu. Et d'ailleurs j'ai un petit quiz pour toi Guillaume, selon toi qui sont ces 5 joueurs? Il doit y avoir du Miles Bridges, je crois que c'est lui qui a le plus joué. Ouais. Nick Richards peut-être. Ouais, il est dedans. Lamelo Ball, je pense pas. Nick Richards, bah oui, j'ai déjà dit, non? J'ai déjà dit Oui, le bug. il y a Brandon Miller, bien sûr. Et il y a 2 joueurs qui sont plus là. Il y a PJ Washington et Terry Rozier. Donc c'est vraiment pour montrer. C'est vraiment ça, même des joueurs qui ont été là du début à la fin, en raison notamment des blessures comme la Melo Ball. La Melo Ball, c'est à peine plus de 500 minutes, par exemple. Il me semble que Ishmi, ça va jouer plus de minutes que la Melo Ball cette saison avec Charlotte. Donc vraiment, il y a eu un gros turnover tout au long de la saison. Et en fait, ça illustre bien un peu l'état dans lequel a été la franchise cette année, avec le côté manque de continuité, hein, une reconstruction sans l'aide totalement, parce qu'il y a des joueurs qui s'inscrivent un peu dans la durée, mais vraiment en fait une saison un peu presque pour du beurre, puis en plus avec beaucoup de changements au niveau du management. Il y a eu un nouveau propriétaire qui est arrivé l'été dernier. On sait que le general manager va changer et que le coach aussi va changer. Là, au moment d'enregistre, on connaît pas encore le prochain coach, mais j'imagine qu'on aura assez vite la réponse. On sait que Steve Clifford va laisser sa place. Et donc voilà, c'était pour montrer à quel point sortir un peu des tendances collectives est difficile. Et puis même en termes de progression des joueurs, il y a donc Brandon Miller et Miles Bridges qui ont joué plus de 2000 minutes chacun, mais sinon c'est aussi un peu difficile d'évaluer certains joueurs, tant le contexte en fait était pas favorable, et c'est même difficile pour eux de un peu trouver leur place, sachant que leurs coéquipiers ont beaucoup changé, et trouver un rôle est beaucoup plus compliqué dans ce contexte. Ouais, le nouveau propriétaire, donc l'ancien est parti, nouveau GM, l'ancien parti, a été viré même, je crois, je sais plus exactement. Ouais, mis de côté, ouais. c'est pas bon signe. Le coach aussi qui va être nouveau, et même ton joueur qui a joué le plus de minutes, donc c'est Miles Bridges, qui normalement devrait être free agent, et c'est même pas sûr qu'il soit là l'an prochain, quoi. Donc vraiment une année où tout change, quoi, pour l'an prochain. C'était aussi un peu une de ma première stat du jour, mais on n'est même pas dans l'année 0, quoi. J'ai l'impression qu'on est dans l'année -1, et que cette année elle compte littéralement pour rien, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et en fait, c'est un -1 particulier dans le sens où il y a quand même des joueurs qui se sont amenés à s'inscrire dans la durée, avec notamment Brandon Miller, qui est le deuxième plus gros temps de jeu de la saison, Ouais. avec la Melo Ball qui est là, qui l'année prochaine, il y a son premier post-contrat rookie qui débute, mais en fait qui a quasiment pas joué cette année, et qui a aussi, on y reviendra je pense, qui a pas joué quasiment la saison dernière non plus. Mais en fait, il y a déjà des bases qui sont là, mais en même temps, tu reconstruis tout et tu sais pas vraiment dans ce qui entourera ces bases-là, même au niveau du poste de pivot où il y a des joueurs qui sont amenés à s'installer dans le temps. Mais malgré tout, c'est une fausse année 0, mais c'est aussi une fausse année -1. C'est vraiment particulier comme contexte. Ouais. Oui, et encore, t'es quand même bien content d'avoir la Melo Ball. Mine de rien, parce que c'est un champ de ruines partout autour, mais heureusement t'as la Melo Ball, même s'il y a encore peut-être la question des blessures, etc., mais au moins t'as ça, quoi. Et peut-être Brandon Miller aussi, effectivement, donc on n'est pas, il y a quand même quelques lueurs d'espoir, je pense qu'on va en parler, mais non, mais alors pour enchaîner, alors tu me dis, tu pourras continuer sur ce sujet, mais si je peux donner ma première stat du jour aussi, vu qu'on est un peu là-dessus, moi je suis parti sur 4, première stat du jour, 4 parce que c'est le carré tragique, j'appelle ça cette année. Nous avons 4 équipes qui flirtent avec les -10 de net rating. Alors, qu'est-ce que c'est net rating? C'est le différentiel attaque-défense. Et -10, c'est -10 points de différentiel attaque-défense par 100 possessions. Et nous avons Charlotte, Washington, Détroit et Portland. Donc le quatuor de la mort, le carré tragique. Et pourquoi est-ce que je le souligne? C'est parce que c'est un peu inédit, hein, qu'on ait autant d'équipes qui soient aussi mauvaises en même temps. Pour le coup, d'habitude, on a une équipe, parfois 0, parfois 1, parfois 2, presque 2 en tout cas, 1,5. Une deuxième qui flirte autour des 10 aussi, mais donc là, quasiment 4, c'est du jamais vu déjà. Et malheureusement, Charlotte est un peu le dernier là-dedans. c'est le mauvais, même parmi les mauvais, hein. Plus quasiment -11 de net rating, donc c'est un score extraordinaire, si je puis dire. Mais bon, au-delà de ce côté stat collective, t'as raison, on va pas détailler là où ils sont nuls partout, hein, d'un point de vue collectif, il n'y a pas trop de tendance à relever, mais juste dire donc 27e attaque et 29e défense. Et je voulais parler de ça
parce qu'effectivement, pour dire que la magie de Steve Clifford, elle n'a pas marché cette année. Elle n'a pas marché. Moi, c'est un coach que j'aime beaucoup, que toi, tu as connu, hein, donc tu as été fan des Hornets depuis pas mal d'années. Il a déjà été aux Hornets, évidemment. Mais voilà, là, cette année, le niveau de talent était quand même beaucoup trop bas et beaucoup trop de turnover, comme tu dis avec ta première stat. Beaucoup trop de turnover pour que la magie Steve Clifford opère. Parce qu'en effet, lui, pour moi, c'est un bon coach. Même un très bon coach. Je trouve que je regrette qu'il n'ait jamais eu un top effectif. Mais c'est vraiment un coach défensif de très bon niveau, qui d'ailleurs... qui a fait 3 années dans le top 10 en termes de defensive rating à l'époque, où son meneur c'était Kemba Walker, qui était pas le Kemba Walker de plus tard un peu meilleur en défense, hein. C'était Kemba Walker qui était imparfait, on va dire. Et puis en pivot c'était Al Jefferson, et il a fait 3 années dans le top 10 en termes de defensive rating, 2014, 15 et 16. Il a fait 6e, 8e et 9e. Même encore en 2018 il était 16e, donc encore dans la moyenne, alors que l'effectif était pas top. Il va au Magic, il fait 2019, 20 et 21 au Magic, et là encore il fait 8e meilleur defensive rating et 11e meilleur defensive rating, alors que son pivot c'est Vucevic. Donc voilà, ça pose aussi un coach qui a bricolé 2-3 trucs avec pourtant des pivots qui sont pas du tout défensifs. Et le problème c'est que là en 2024, la magie n'opère plus, parce que comment dire, il y a un certain niveau quand même où la magie ne peut pas opérer, quoi. Là, c'est vraiment trop. Il n'y a pas assez de talent, il n'y a pas assez de bons joueurs qui sont sur pied et pas blessés, etc. Donc voilà, on touche un peu aux limites de Steve Clifford, qui est un coach que j'adore, qui va un peu partir. Et tu vois, le secret un peu de Clifford, c'est que ça a toujours été un coach qui arrivait à défendre le panier. Et notamment en termes de à quel point il autorise des tirs au cercle, non pas en termes d'efficacité de défense au cercle, mais de nombre de tirs au cercle concédés. En fait, il a toujours été top 10 sur ses équipes, y compris à Charlotte avec Al Jefferson, y compris à Orlando avec Vucevic. Et là, non, là, il n'y a pas assez, quoi. Donc ces fameux schémas un peu en stunt qui bougent la raquette et ainsi de suite. Là, non. Là, il y a plus. Et voilà, je voulais commencer par ça pour lui dire un peu au revoir, parce que mine de rien il s'en va, et je suis pas sûr qu'il ait de nouveau un poste de coach en NBA. Donc bilan de 2024 des Hornets, merci Steve Clifford, moi je t'ai beaucoup aimé et c'était quand même pas mal, mais effectivement c'était aussi pour enchaîner sur le côté, peut-être que maintenant la priorité ça va être d'entamer un nouveau cycle, et je peux te lancer là-dessus. Est-ce qu'il y a déjà des pistes sur quel type de profil est-ce qu'ils veulent, ou est-ce que on sait pas trop, mais moi pour le coup j'aimerais bien un coach un peu offensif, quoi. Ouais, en fait, ça donnerait presque envie de faire revenir James Borrego, ou les 2 dernières saisons de son mandat. En fait, l'équipe était top 10 attaque avec une très mauvaise défense, à chaque fois dans les 10 pires de NBA. Et justement, lorsque Steve Clifford a été réembauché, l'idée c'était un peu de se dire, ok, il y a une base en attaque, on va repartir de ça, et peut-être que Steve Clifford pourra faire des miracles avec cet effectif. Ensuite, il y a différentes circonstances qui ont fait qu'il n'a pas pu avoir tout de suite le même effectif, alors que la plupart des joueurs étaient sous contrat. Que en effet c'est pas trop possible de faire des miracles, mais c'était un peu l'espoir que j'avais, et je pense que l'espoir aussi de la franchise en le faisant revenir de ce point de vue là. Pour la suite, je pense que oui, a priori on part plutôt sur un jeune coach, en tout cas les rumeurs qui sont sorties pour les coachs qui ont passé 2 entraîneurs d'embauche, il me semble que j'ai vu passer que des rumeurs avec des coachs qui sont assistants et qui ont toujours été assistants, qui n'ont jamais été coachs principaux. Donc on est a priori sur un jeune coach, comme lorsque Borrego était arrivé, ce qui est un peu logique je pense aussi vu la situation de la franchise, hein, parce que c'est compliqué d'attirer un coach vétéran avec cette situation là, sauf à aligner un très gros salaire comme l'a fait Détroit avec Monty Williams il me semble. Faudrait trouver un coach qui puisse remettre un peu de stabilité, qui puisse profiter aussi d'une stabilité d'effectif, parce que c'est aussi la contrainte. Là-dessus, j'imagine que c'est la direction que veut prendre le front office. Ouais, effectivement. Peut-être le raté, c'est Kenny Atkinson. Bon, on va pas revenir dessus, mais c'est un peu dommage. Ça, pour le coup, il y a 2 ans, quand il a refusé le job au buzzer. Mais non, comme tu dis, donc il y a le coach. Merci, au revoir. Malheureusement. En plus, bon, t'as remarqué, hein, il avait compris qu'il serait pas renouvelé, hein. Clifford, du coup, il avait un peu lâché du lest en conférence de presse. Voilà, plus aucune retenue. Mais non, au-delà de ça, il y a le coaching qui va changer. Et puis, année de transition aussi, parce que Hayward, ça y est, c'est fini. PJ Washington aussi, on a tourné la page. Terry Rozier aussi également. C'est un cycle qui n'a pas marché, le fameux cycle depuis 2019, c'est ça, en 2019-2020. Ouais. Ça y est, on met ça de côté, ça n'a pas marché, et on espère attaquer avec une page blanche maintenant. Donc effectivement, c'était un peu nos 2 premières stats communes de cette saison 2024.
Par rapport à Steve Clifford, en fait, il s'est un peu lâché ces derniers temps, c'est assez amusant à constater. Mais a priori, il est en bon terme avec les propriétaires parce que je crois que c'est Shams qui a rapporté ça, que il pourrait rentrer dans le front office avec un rôle de conseiller ou quelque chose comme ça. Donc, Oui. se mettre en retrait du coaching. Je sais aussi lors de son premier passage à Charlotte, la dernière saison, il avait eu des problèmes de santé avec des migraines récurrentes, en raison du surmenage. Donc peut-être qu'aussi au niveau de la santé, il est plus forcément capable de tenir ce rôle-là, mais il pourrait rentrer dans le front office, qui me plaît plutôt bien parce qu'en plus c'est quelqu'un qui a toujours véhiculé une assez bonne image, avec une communication qui va bien, et même des fois des podcasts de coaching, notamment lors de sa pause entre Orlando et Charlotte, où il a participé à des podcasts et c'était très intéressant à écouter. Oui, je suis assez d'accord. 62 ans, hein, mine de rien, effectivement, Clifford qui pourrait monter dans les bureaux du front office désormais. Et bien donc on peut avancer. Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous présenter pour les Hornets 2024 ? Alors j'ai continué avec une stat collective, Ouais. à la fois qui représente la saison, mais aussi la tendance était la même les saisons précédentes. C'est le free throw rate offensif de l'équipe, qui cette saison était le pire de NBA, avec 16,7. Mais en fait c'est une tendance qui existe depuis justement depuis 2019-2020, même le cycle précédent on l'avait, et c'est aussi pour un peu, et notamment la dernière bonne saison de la franchise, la saison 21-22, où la franchise avait eu un bilan positif avec 43 victoires. Le free throw rate était déjà à 17,3, qui était à l'époque le 28e de la ligue. Et en fait c'est du coup pourquoi je choisis cette statistique là, c'est qu'à mon avis le fait qu'elle soit mauvaise cette saison, c'est aussi un marqueur d'une tendance qui existe depuis un moment, et chez les joueurs principaux de cet effectif, à commencer notamment par LaMelo Ball, même si sur son début de saison, le peu qu'il a joué cette année, parce qu'il a joué à peine plus de 500 minutes, il est quand même à 100 de free throw rate plus cette année, ce qui est au final sa meilleure marque en carrière. En 2022, il était à 78 par exemple. Ah, juste pour dire, un 100 de free throw rate plus, ça veut dire il est au niveau de la moyenne. La moyenne est à 100, donc il est pile au niveau de la moyenne. Oui, voilà, c'est ça. Donc avant 78, c'est qu'il était 22% en dessous de la moyenne. Donc vraiment, c'est cette année, sur le peu qu'il a joué cette année, on sentait un peu un effort là-dessus de sa part. Miles Bridges cette année est à 72, sachant que l'année 2022, la dernière saison qu'il avait joué, était à 111, mais que ça marquait presque une anomalie dans son profil de carrière, parce qu'en 2021, il était à 74. Et si on prend également Brandon Miller, qui est le deuxième plus gros temps de jeu cette année, du coup, lui, c'est seulement 62. Et en fait, je pense qu'il y avait vraiment une tendance collective à avoir du mal à aller chercher des fautes, qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Déjà, c'est une équipe qui allait pas tant que ça au cercle, et on sait qu'une grande partie des lancers francs s'obtiennent au cercle. C'est des joueurs qui n'aiment pas forcément trop le contact, à part normalement un peu Miles Bridges, mais là pour le coup ça n'a pas été trop le cas pour lui cette année. Et en fait aussi, pour pouvoir aller au cercle et obtenir ces fautes là, il faut une certaine forme de création qui aide à se retrouver dans des situations où la défense est en retard et vient commettre des fautes. Et cette année il a manqué ce fond de jeu là pour arriver à ça. Et c'est difficile d'être une bonne attaque en ayant un mauvais free throw rate. Dans les 10 pires free throw rate de la ligue cette saison, il y a que 2 top 10 attaques. Je crois que c'est Boston et Denver. Donc on voit que c'est quand même un indicateur. C'est possible d'être une bonne attaque même en étant mauvais dans ce domaine, mais c'est quand même assez difficile. Oui, c'est-à-dire que pour être une bonne attaque sans des lancers francs, sans beaucoup de lancers francs, il faut que tu aies Jokic. Voilà, qui est un peu une anomalie et qui te fait tourner tout ça, effectivement, sans ce côté on voit au contact. Ou alors t'es Boston avec ce spacing fabuleux. Mais oui, effectivement. Et c'est beaucoup lié, je pense, au profil que tu as sur le terrain, en fait. Et comme tu dis, le fait que pendant 5 ans, t'as été dernier tiers de la ligue, depuis 5 ans, 2020, 21, 22, 23, 24, c'est aussi lié à qui est-ce que tu avais dans l'effectif ces années-là, quoi. Parce que Terry Rozier, c'est quelqu'un qui va pas du tout au lancer franc, mais alors pas du tout. Hayward, tu l'as récupéré, après les blessures évidemment un peu vieux, donc pareil. Devonte Graham, qui est notoirement le pire driver de NBA depuis qu'il a posé un pas en NBA justement, etc. En plus, comme tu dis, le rookie très talentueux, le rookie que tu as, mais c'est pas son style. On en parlera tout à l'heure parce que j'avais aussi noté ça. D'ailleurs, c'était un peu ma stat là-dessus sur Brandon Miller, c'est qu'il va pas du tout au lancer franc. Mais voilà, c'est aussi beaucoup lié au profil
profil des joueurs. Et pour vous dire, jusqu'en 2019, ah bah tiens, ils sont top 10. Qui était le meneur de cet effectif, qui était le joueur majeur? Ah bah c'était Kemba Walker qui lui va au lancer franc. Donc ouais, il y a un peu ce, comment dire, on recoupe un peu entre le profil des joueurs et les performances de l'équipe, évidemment, parce que c'est tes stars qui dictent un peu le tempo. C'est pas des role players qui vont obtenir beaucoup de lancers francs, quoi. Donc il y a ça qui est évident. Et c'est marrant que tu parles de ça, du free throw rate, parce que je l'avais même pas noté. Mais du coup, tu sais, on parle souvent des 4 factors. Qu'est-ce que c'est? C'est les 4 facteurs stats qui définissent soit une attaque, soit une défense. Donc on a l'adresse, les turnovers, le rebond offensif ou défensif, et puis les lancers francs obtenus ou concédés. Et donc Charlotte est une des seules équipes, si ce n'est la seule, si j'arrive à vérifier rapidement, mais qui est à la fois dans le dernier tiers sur ces 4 facteurs. Sur les 4 facteurs stats de l'attaque, ils sont 27e à l'adresse, ils sont 21e sur 30, donc dernier tiers au turnover, 28e au rebond et 30e au niveau des lancers francs. Donc ouais, on peut pas besoin d'aller dans le détail de pick and roll, les spot-up, les catch and shoot, mais en fait ils sont mauvais partout. Et comme tu dis, c'est aussi quand t'as pas beaucoup de talent, un profil les seuls qui sont talentueux, ils vont pas lancer franc, et en plus que t'as autant de turnover à cause des blessures, bah ça aide pas, quoi. Donc un peu une année à oublier, évidemment, quoi. Ouais, et puis parmi les joueurs qui individuellement ont un free throw rate élevé, il y a notamment Nick Richards, mais en fait il a un usage qui est très faible parce qu'il a besoin d'être servi directement sous le panier. Et en fait, l'absence notamment de la Melo Ball qui a été très peu présent. Et en plus, je crois que lors des périodes où il a joué, Nick Richards lui était absent assez souvent à ce moment-là. En fait, même un profil comme ça a eu assez peu de fautes, a pu subir assez peu de fautes parce qu'en fait, il a été très peu servi, il a reçu peu de ballons et il peut pas créer pour lui-même. Et donc aussi là-dessus, tu parlais de Brandon Miller. Justement, au moment de sa draft, c'est déjà comme c'est une tendance qui existe depuis plusieurs saisons. J'avais déjà noté un peu ce besoin d'avoir un peu de rim pressure, quelqu'un qui vient mettre de la pression à l'arceau dans l'effectif. Et c'est aussi pour ça que drafter Brandon Miller, j'avais regardé à partir de la loterie quand Charlotte avait le deuxième choix, un peu les profils des joueurs attendus autour de ce deuxième choix. Ce qui m'embêtait justement, c'était le fait qu'il aille pas au cercle, qu'il prenne pas beaucoup de lancers francs, et ça s'est confirmé sur sa saison rookie. Et là, a priori, Charlotte va encore avoir un choix de draft élevé. Il y aura peut-être des arrivées via des transferts ou de la free agency, mais même sur du role player, ou enfin du joueur de complément, ce serait bien de trouver des joueurs capables d'amener un peu de rim pressure. Oui, effectivement. Et tu vois, même sur Miles Bridges, c'est vrai que lui là, un peu plus, un profil de agressivité, etc. Donc là, tu nous dis qu'il est en dessous de la moyenne au niveau des lancers francs provoqués, en dessous de la moyenne du taux de lancers francs provoqués. Et ce qu'il faut comprendre aussi avec Miles Bridges, c'est que je pense qu'il y a 2 points. C'est que on est sur quelqu'un qui n'a pas eu son passeur cette année, donc il n'a pas eu de passeur du tout. Donc je pense que là-dessus, c'est un côté, tu vois, il pouvait avoir des lancers francs sur l'agressivité qu'il pouvait mettre dans les rôles, au pick and roll, etc. Ça, il l'a pas trop eu. Et surtout, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout un dribble fonctionnel, en fait. Moi, c'est un truc sur lequel je m'étais sans doute planté à la draft, c'est à quel point il a pas ce dribble pour être un vrai driver. Il est même assez mécanique, assez robotique et pas très fluide balle en main, en fait. Il a du dribble, hein, mais il a pas cette fluidité balle en main qui fait qu'il peut aller au panier et qui peut être coordonné dans des drives un peu en tant qu'extérieur. Donc lui, tu vois, je dis ça pourquoi? Parce que il a ce côté, il a la grande carrure, il a la vitesse, l'explosivité et tout, mais en fait, il a pas le dribble pour être un bon driver. Donc lui non plus, il rentre pas dans cette case de je peux provoquer des lancers francs, quoi. Donc effectivement, une partie importante de l'attaque. Ouais, sur Bridges, en plus, moi j'ai le sentiment, donc il a fait une année de pause, pour les circonstances qu'on connaît, et moi j'ai le sentiment que je trouve moins puissant que sa dernière saison où il a joué, notamment, et je trouve qu'il décolle moins, qu'il résiste moins au contact. Alors c'est de l'impression visuelle, ça se trouve je me plante complètement, mais j'ai vraiment cette impression-là que il a perdu dans son dynamisme physique, et forcément ça joue dans sa capacité à aller au panier, et même je pense dans ses intentions d'y aller, parce que s'il sait qu'il va être plus ou moins résistant aux différents contacts. Ouais. Est-ce que tu as des stats d'ailleurs un peu sur Miles Bridges ou pas? Moi, je t'avoue que j'en ai pas trop relevé. J'en ai relevé quelques-unes. J'en ai une qui est un peu dans la continuité de ce qu'on est en train de dire. Vas-y. C'est que cette année, il est à 37% de ses tirs qui sont pris au panier, qui est le plus bas taux de sa carrière. En 2022, il était à 46%. Et par contre, il a une réussite à 65%, qui est bien, mais sans être fantastique. Je pense que c'est dans la moyenne au cercle, mais voilà, c'est vrai que ce qu'on dit là est confirmé, même juste sur son régime de tir, et il en prend moins au panier. Et même dans le même cas, mais là c'est peut-être aussi, dans cette continuité là, mais c'est peut-être du fait que, comme tu le disais, son passeur a beaucoup été absent.
Il est qu'à 5,8% de tirs qui sont des dunks cette saison. Et pareil, en carrière, il était toujours à minimum 10%, notamment en 2022, il était au-dessus de 10%. Et alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs là-dessus. Il y a le fait qu'il a moins la possibilité d'attaquer le cercle, il y a peut-être moins de spacing aussi, qui laisse moins de place pour y aller. Il y a eu moins de contre-attaques notamment aussi, à la fois parce qu'il y a moins de la Melo Ball, mais aussi le coaching, je pense, joue sur le fait qu'il y avait moins de contre-attaques, et donc moins de dunks pour lui. Mais même sur la situation de demi-terrain, je pense que il y a une petite baisse d'explosivité et du coup ça se ressent sur tous ces chiffres-là. Ouais. Bon, moi c'est quelqu'un que j'aimais bien à l'époque de la draft pour le profil qui était assez atypique, et je pense qu'on a encore un joueur très atypique. Bon, malheureusement c'est difficile maintenant de s'enthousiasmer sur quoi que ce soit d'autre, que ce qu'on connaît, hein, évidemment. Donc au niveau du profil, mais ce qui est marrant, et là où je m'étais un peu planté, c'est que je l'imaginais un meilleur shooter à la sortie de la draft. Et là je vais te dire ses pourcentages en carrière: 34%, 40%, 34%, 36%. Sauras-tu deviner quelle est l'année 2021? Où se cache l'année 2021 là-dedans? L'année où tout le monde a bien shooté parce que les salles étaient vides. Oui, c'est un peu un échec, mais bon, voilà pour Miles Bridges, un peu ce côté shoot qui, je pense qu'aujourd'hui on sait, hein, on est à peu près sûr que ce sera jamais un top shooter, alors que moi je pensais que ça pouvait être une partie intéressante de son profil, le côté rôle, plus défense un peu polyvalente, plus donc un peu de shoot. Et pour sortir un peu de ce côté sportif, c'est quoi un peu les plans du coup de la franchise sur son cas, qui est un cas évidemment extrêmement atypique, mais je crois que contractuellement il est en fin de contrat, c'est ça? Donc là, il est agent libre non restreint, il me semble, parce qu'il avait pris la qualifying offer. Enfin, la franchise lui a donné, il l'a prise. Voilà. A priori, notamment ce qui était sorti au moment de la trade deadline, c'est qu'il y a quand même une volonté de la franchise de le prolonger, parce que justement, il y avait à la trade deadline, c'était assez attendu de voir s'il allait être échangé ou non pour récupérer quelques assets, pour éviter au cas où il partirait complètement libre. La tendance serait à une prolongation. Après, à voir, on n'a pas. Le problème, c'est que comme on ne sait pas vraiment quel sera le coaching staff, ni même au niveau du front office, c'est encore un peu flou. Peut-être que les intentions ne sont pas, finalement, dépendront de qui arrivera à ces postes-là. Sachant que lui, il y a à mon avis, l'équipe qui lui proposera le plus d'argent, il y a de grandes chances que ça soit Charlotte, à la fois en raison de la flexibilité financière, des droits Bird, et aussi que les autres franchises peut-être ont moins besoin de lui, que Charlotte peut avoir l'impression d'avoir besoin de lui sportivement. Et donc moi les signes, j'ai l'impression, vont vers une prolongation, en tout cas côté franchise. Côté joueur, je sais pas trop, on sait que son agent c'est Rich Paul, donc il peut tout se passer avec lui, notamment en fonction de ce que fera LeBron James, quoi. Je voulais parler, ma deuxième stat, je ne l'ai pas dit, mais comme elle était sur Brandon Miller, peut-être on l'abordera plus tard. On peut avancer. Quelle est donc, je peux te lancer, quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour les Hornets 2024? Ça tombe bien, elle est sur Brandon Miller, justement, voilà. Donc on va pouvoir en parler. C'est 91%, et qu'est-ce que c'est 91%? C'est le pourcentage de ces 3 points marqués qui sont assistés, donc en gros des catch and shoot, où il reçoit une passe décisive. Pourquoi j'ai pris cette stat? Déjà pour un peu se rendre compte, 91% en NBA, des shooters à gros volume qui ont 91%, c'est des shooters comme Buddy Hield ou Duncan Robinson, donc c'est des shooters qui sont vraiment estampillés role player shooting, vraiment des joueurs qui créent pas pour eux-mêmes leur shoot, notamment à 3 points. Et en fait j'ai voulu mettre en avant cette stat parce que je trouve qu'elle illustre assez bien la difficulté que Brandon Miller a à la création. Cette année, il était dans une équipe mauvaise, qui avait pas trop d'objectifs sportifs, donc il a pu être testé dans beaucoup de rôles, notamment porteur de balle, choses comme ça. Et en fait, on s'aperçoit que pour qu'il puisse, la manière qu'il a de créer son shoot le plus, c'est quand même quand on crée pour lui, justement. Après, ce que j'ai noté en signe positif, c'est que je le trouve assez bon dans le démarquage off-ball, notamment un des classiques qu'on a vu cette saison, et un classique avec ce profil de joueur, c'est un cut depuis le corner où il remonte en tête de raquette, même derrière la ligne à 3 points, un espèce de pin down, un pin down. C'est assez classique où soit il peut shooter directement, soit il part en espèce de drive vers le cercle. Mais en fait, ce qui me gêne beaucoup, c'est que justement, plutôt qu'aller jusqu'au cercle, il s'arrête souvent à mi-distance
pour shooter un pull-up à mi-distance dans ces cas-là, s'il décide de partir en dribble. Et donc sur des shoots déjà qui sont les shoots les moins rentables, ou en tout cas les plus difficiles à être rentables. Et par contre sur ces tirs-là, il a une efficacité qui est pas terrible sur ces tirs à 2 points à mi-distance. Et aussi ce qui me gêne en plus dans cette configuration-là, quand il choisit d'aller au dribble, c'est qu'en fait c'est pas non plus automatiquement un shoot, mais quasiment. C'est qu'en fait ce qui me manque à mes yeux dans cette configuration-là, c'est qu'il va pas continuer en tant que connecteur. C'est pas un passeur de connexion. D'ailleurs, je trouve que pour l'instant, au niveau de la passe, j'ai pas vu grand chose de très positif, que ça soit un porteur de balle au pick and roll ou même justement de la connexion lorsqu'il reçoit la balle après un décalage. Là-dessus, c'est quelque chose qui m'embête pour son développement. En plus, il a tendance un peu à s'enfermer dans cette situation où il veut shooter, il regarde le shoot et il fait pas tellement de connexion, et ça me gêne vraiment pas mal, parce que je pense que pour son développement ça sera nécessaire d'avoir quelque chose dans ce registre-là. Oui, effectivement, c'est un peu tout comment j'allais dire l'attrait, non, la particularité plutôt, pardon, de son profil, c'est qu'on a un profil assez atypique en un sens, mais alors du coup je peux dire ma stat, et comme ça on peut enchaîner sur une discussion plus générale sur Brandon Miller. Moi c'était le fameux 65, 65, ou du coup tu me fais douter, t'as dit un autre chiffre tout à l'heure, mais j'ai peut-être noté avec un jour de décalage et les stats étaient peut-être pas mis à jour, mais son free throw rate, du coup son taux de lancer franc, le taux de lancer franc ajusté par rapport à la moyenne, grosso modo il est 40% plus bas que la moyenne. Autant vous dire que c'est très très bas. C'est extrêmement peu de fautes provoquées. Une autre manière de vous le présenter aussi, on est sur le fameux shooting foul percentage, donc les fautes provoquées pendant une tentative de tir. On est à 7%. C'est pas beaucoup. On est au niveau de Josh Giddey, qui est aussi au niveau des 7%. Josh Giddey notoirement aussi, qui ne va pas au contact et qui ne va pas au lancer franc. On est au niveau de Middleton aussi. Le Middleton tout cassé de Milwaukee actuellement, qui est plus qu'un jump shooter, qui bouge plus trop. Au niveau de Desmond Bane, qui est plutôt un shooter en sortie d'écran, mais voilà, qui est pas trop un driver. Jordan Poole, qui fait une saison catastrophique. Fred VanVleet, qui est depuis quelques années un des pires drivers de NBA. Bref, c'est quand même très très peu de fautes provoquées. Et pour moi, il y a 2 points clés. Et aussi 2 visions de voir un peu son profil très polarisé. C'est-à-dire que les 2 stats clés que j'avais notées, donc c'est ce taux de lancer franc très très bas. L'autre, c'était, tu as commencé un peu à l'évoquer, j'avais noté son ratio de playmaking. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'assist percentage par l'usage, percentage, en français, le nombre de passes que tu fais selon le nombre de ballons que tu reçois. Donc à quel point est-ce que tu es orienté passing versus scoring ? Il est à 0,50. Voilà, le chiffre, on s'en fiche, mais sachez que pour les joueurs qui ont un minimum de volume de responsabilité, il est 81e sur 84. Voilà, sur 84 joueurs avec un certain volume d'utilisation, 81e sur 84, et derrière lui, il n'y a que du Benedict Mathurin, et ensuite Jaren Jackson Jr., qui était un intérieur qui ne passe pas, et Porzingis, qui était aussi un intérieur qui ne passe pas. Donc voilà, je commence un peu par le négatif, parce que ça va aussi définir pas mal son profil qu'on va beaucoup décrire, mais je peux quand même te lancer plus généralement sur le fait que c'est quand même le grand rayon de soleil de cette équipe cette année. Oui, parce que malgré tout, comme tu dis, il y a du positif, parce que mine de rien, sur les tirs à 3 points, sur les catch and shoot, il est à 38 et quelques pourcents, sur un volume qui est de tentatives par match qui est plutôt élevé. Donc le shoot est là, et le minimum qui va apporter, et qu'à peu près certain, je pense, parce que c'était déjà son profil à la fac, c'est que ce sera minimum un joueur qui pourra apporter du spacing. Donc le développement minimum, ça serait potentiellement un free and D. Il faudra voir la défense où j'ai du mal à juger, parce que le contexte collectif a été très compliqué, qu'il y a quand même des choses intéressantes dans sa défense. J'enchaîne un peu dessus, il y a des choses un peu intéressantes, notamment en défense sur l'homme. Il y a eu des matchs où si le porteur de balle était un ailier en face, c'est lui qui s'en occupait, et il a été pas trop mal. Il est beaucoup utilisé aussi comme low man, notamment sur pick and roll, donc il vient beaucoup en aide, et il a cette, comment dire, je l'ai que en anglais, je suis désolé pour l'anglicisme, ce care, cette attention de venir sur l'aide qui vient. Par contre, je pense qu'il le fait pas si bien, notamment parce que il y a la technique, il y a aussi je pense un côté physique qui rejoint un peu le mauvais free throw rate qu'il a. C'est que physiquement, quand il y a du contact, c'est difficile, il décolle pas tant que ça lorsqu'il saute, et donc du coup, même quand il est dans ce rôle de low man où il vient aider, finalement il a du mal à être une vraie force
de dissuasion et même une force de dissuasion moyenne. Et je pense qu'il y a quand même du positif dans sa défense parce qu'il y a, en termes du fait de comprendre comment ça fonctionne, de ce qu'il doit faire, je pense que c'est plutôt pas mal. J'aimerais le voir dans une défense un peu plus fonctionnelle pour en être tout à fait certain, mais en tout cas il m'a semblé plus concerné que beaucoup de joueurs cette saison, et donc ça peut être un peu prometteur pour se dire qu'il a un plancher de free and D compétent, parce que le shoot, notamment en catch and shoot, est plutôt pas mal, et qu'il a l'habitude de recevoir des passes et de marquer à partir de ça. Et en effet, comme tu le disais, en termes de ratio de playmaking, c'est vraiment très mauvais, et de toute façon ça confirme vraiment cette impression visuelle où il essaye pas, en fait il n'essaye pas tellement, et quand il essaye c'est aussi de la passe assez simple. Notamment il a été beaucoup utilisé sur la deuxième partie de saison en pick and roll, en porteur de balle, et en fait souvent j'ai quasiment pas vu de ce qui passe de l'année, j'ai presque envie de dire jamais, mais ça se trouve il y en a peut-être sous nous deux, mais voilà, il renverse jamais le jeu, il a des lectures vraiment très basiques. Déjà en plus, comme son dribble n'est pas bon, même il est mauvais, on peut dire qu'il est mauvais, il a du mal à faire la différence même avec l'écran, et même si c'est le cas, il a du mal par exemple à servir son rollman, son intérieur qui a posé l'écran, et aussi souvent s'il fait la passe, c'est un peu la passe qui va être plutôt sur le joueur côté ouvert, donc le joueur qui a plus de défenseurs proches de lui, et en fait c'est un peu se débarrasser du ballon plus qu'une vraie passe de playmaking lorsqu'il a été porteur de balle sur pick and roll, et ça se confirme de toute façon sur les différents indicateurs statistiques. C'est un peu ça, ouais. Il y a un peu un côté où j'ai pas envie d'utiliser l'expression trou noir parce qu'elle est un peu connotée très négativement, mais il y a un peu un côté où quand tu lui donnes la balle, c'est juste pour scorer, et il sait pas trop en faire quoi d'autre en termes de playmaking, de lecture dans le mouvement, de s'ajuster. Il a pas les instincts de passeur non plus. Et c'est là-dessus où je trouve que son profil est très intéressant. Je comprends totalement pourquoi, a priori, dans les mock drafts, dans les boards, il était en dessous d'un playmaker comme Scoot Anderson, qui pourtant fait pas une bonne saison, mais il y a quand même des différences de profil. Donc je comprends pourquoi ce grand allié qui a du shoot finalement était attendu un peu plus bas, on va dire, parce qu'il y a ce profil atypique qui, pour moi, est plus en fait un grand shotmaker qu'un vrai ailier d'élite, en fait, je trouve. Alors, il peut être élite dans son rôle, je veux dire, mais plutôt qu'un vrai ailier complet, plutôt, pardon. Peut-être je peux le formuler comme ça, mais parce qu'effectivement, on a parlé du taux de lancer franc qui est très bas, mais en fait, c'est ni un driver, ni un créateur collectif. C'est vraiment, j'ai la balle, je peux scorer, je peux bien scorer, et je pourrais très bien scorer à terme, à mon avis, mais je suis pas sûr qu'il y ait tant de valeur que ça à ajouter en termes de passing. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que on peut regarder un peu son profil de tir actuellement. Pourquoi est-ce qu'il est pas très efficace? Déjà parce qu'il est jeune, donc ça évidemment les joueurs jeunes ne sont pas efficaces. Il est 5% moins efficace que la moyenne. C'est pas catastrophique, mais c'est mauvais. Comment ça se fait? Parce qu'il y a quand même beaucoup de tirs à mi-distance pour l'instant. 40% de ses tirs sont à mi-distance, 40% c'est à 3 points, et le reste c'est au panier. Donc c'est très peu, hein. C'est même pas 20% qui sont au niveau du panier, et c'est quelqu'un qui en effet prend beaucoup à longue distance et aime bien s'arrêter dans l'entrejeu quand il commence à driver, et forcément c'est une zone qui est beaucoup moins rentable que s'il arrivait à aller directement au panier, déposer le ballon au niveau du lay-up. Et donc voilà, il y a un peu ce profil de tir en termes de répartition de ses tirs au niveau des zones qui est très orienté mi-distance, qui est donc un petit plafond en termes de rentabilité. Et en effet, tu vois, 7 drives par match, et à l'efficacité sur ces 7 drives par match, parmi les drivers qui sont en plus de 7 par match, il est 81e sur 86. Voilà, donc là encore, on est tout en bas pour l'instant, parce qu'on n'a pas l'agressivité, comme on a dit, au niveau des lancers francs, et je pense qu'on n'a pas le dribble non plus, hein, tu t'en as parlé, on n'a pas ce dribble, le dribble est assez mauvais pour l'instant, donc on n'a pas encore la fluidité, la capacité de maîtriser le ballon pour faire un dribble et pour faire des doubles pas, dans le mouvement, très simplement aller au panier, quoi. Cette aisance. Et pour dire, en termes de moins efficace que lui sur drive, il y a Caris LeVert, Scoot Anderson, tiens, lui aussi il est là. pas une grande saison. Peut-être que les fans des Hornets sont contents d'avoir pris Miller, je veux dire. Jeremy Sohan, Dallin Banton et Ish Smith. Voilà, qui sont les drivers moins efficaces que Miller, qui pourtant lui est très grand et très long aussi, donc tu pourrais te dire qu'il y a un potentiel sur le physique, mais tant qu'il n'y a pas le dribble pour un peu tout débloquer, il peut pas y aller au panier, quoi. Il peut pas y aller, surtout qu'il n'y a pas l'agressivité, donc il n'y a pas non plus ça pour compenser un peu sur genre j'ai un style un peu pâteau, j'ai pas le dribble, mais au moins je fonce dans le tas, il n'y a pas ça non plus. Et tu vois, j'en viens à me demander à quel point on n'est pas plus sur un Michael Porter Jr. que sur un Paul George, en fait.
Ouais, bah, je suis assez d'accord avec ça. La comparaison avec Paul George, elle vient souvent parce que lui-même l'a fait, ou plutôt, il dit qu'il essaie beaucoup de s'inspirer de Paul George, mais je suis assez d'accord avec le profil Michael Porter Jr. parce qu'on est vraiment sur ce profil-là de super shotmaker, mais qui a besoin qu'on lui donne le ballon dans les bonnes situations. Ouais, Et il y a le côté, ce même côté aussi, vision du jeu un peu limitée, parce que quelque chose aussi que Brandon Miller fait, je trouve très bien, et même dès ses premiers matchs, c'était visible, c'est sur un close-out, il est vraiment bon pour faire mordre le défenseur à l'idée ouais, qu'il va prendre son shoot à 3 points, et en fait justement pas prendre ce shoot et avancer vers le cercle. Le problème c'est l'après, c'est que en fait il a tendance à s'arrêter et à prendre son pull-up en étant inefficace, plutôt qu'aller au drive, ou plutôt que profiter du décalage, du fait qu'il a battu son défenseur, qui est Ned qui vient pour faire la passe et donc vraiment de la connexion pure. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu et c'est dommage parce que dès le début, dès ses premiers matchs, moi, un peu des premières choses positives que j'ai vues, c'est vraiment cette capacité à bien attaquer le close-out de manière intelligente, mais il n'y a jamais eu la suite qui a été débloquée. J'ai envie d'être optimiste et de me dire que ça peut venir parce que justement, il sera peut-être plus habitué à ces situations-là. Mais clairement, je le vois plus sur un profil de pur shooter, pas seulement de spot-up, mais un peu en mouvement aussi. Je pense qu'il y a vraiment ce côté en mouvement qui est présent. Peut-être parce qu'il se déplace bien. Notamment, il a vraiment une capacité à faire appel contre appel et à faire mode son défenseur et aussi à s'adapter à la manière dont son défenseur défend. Notamment lors d'un match face à Orlando là, en fin de saison, j'avais posté l'extrait sur Twitter. C'est Jalen Suggs qui essaie vraiment de l'empêcher de remonter sur un pit down, de remonter derrière la ligne à 3 points vers le milieu du terrain. Et en fait, du coup, Brandon Miller lit très bien la situation, le comprend très bien et fait un contre-appel très rapide où le jeu de jambes est vraiment très bon pour se replacer derrière la ligne de 3 points en revenant un peu vers le corner. Et le Jalen Suggs a complètement mordu à ça. Et en plus, c'est arrivé 2 fois dans ce match-là. Et c'est quelque chose qu'on a vu aussi plusieurs fois dans la saison. Il a ce côté où il a un jeu de jambes. Et c'est vrai que c'est là où c'est un peu décevant au niveau du dribble. C'est que ce jeu de jambes, vraiment de changement de direction, qui est visible sur les démarquages, n'est pas visible sur le dribble. Donc son avenir est plutôt sur un shooter en mouvement. Je pense qu'il y a possibilité, en plus, si la Melo Ball peut jouer davantage, d'avoir un super passeur pour le servir dans ces configurations-là. Et ça peut être super en étant avec un bon coaching pour Brandon Miller et du coup pour la franchise forcément. mais je pense que c'est en plus une nuance assez importante, c'est que en fait pour être un vrai joueur d'attaque, créateur d'élite en NBA, il faut du passing, un niveau de passing, et il faut aussi du drive en fait. Et c'est pour ça que je parle de grand shotmaker, mais qui peut être excellentissime dans son rôle. Hein. Tu vois, mais j'aime beaucoup la comparaison avec Porter Junior parce que pareil, hein, shotmaker, qualité de jump shot d'élite, hein, même Porter Junior, de grande taille, qui en plus du coup est viable en défense aussi parce que la taille, il a mis Porter Junior a bien bossé, donc maintenant il arrive à se servir de sa taille concrètement. Plus le côté pas de drive, pas de passing, ça ressemble aussi beaucoup à Brandon Miller. Et je trouve que enfin voilà, ça peut être un profil totalement similaire. Après, si il nous sort de nulle part, comme n'a jamais fait Porter Junior, du passing et du dribble, oui, là ça peut débloquer plein d'autres choses, quoi. Et c'est effectivement, c'est pas dit que ça soit, c'est pas fini, quoi. Il peut le faire encore, on est d'accord. C'est juste que s'il reste un peu dans ce profil-là, je pense qu'il peut devenir une excellente version de Porter Junior, qui lui-même, hein, souvenez-vous, était un ancien lycéen superstar, hein, meilleur lycéen de la QV, etc. Quoi. Donc c'est pas du tout déshonorant, je veux dire, pour l'instant. Et voilà, c'est un peu le truc de son profil que j'aime bien aussi parce que défensivement, comme tu dis, tu vois, pour le coup, Porter Junior a mis longtemps à être un peu viable en défense. Là, avec Brandon Miller, je me dis que ça peut être plus rapide et on regarde quelques indicateurs. En plus de, effectivement, en match, il arrive plutôt pas mal à utiliser sa taille, sa longueur de bras. La vitesse latérale, on n'est pas élite, je trouve, mais parce que si, il a un centre de gravité assez haut, mais c'est quand même plutôt solide. Et tu vois, indicateur stat, il est à 1,2% de steal percentage. Bon, c'est pas élite, hein. L'élite, ils sont autour des plus 2%, donc vraiment gros playmaker défensif. Mais 1,2%, ça va, c'est pas cata non plus, quoi. T'en as qui sont autour des 0,3, 0,4. Et eux, les joueurs qui n'arrivent pas à faire d'interception, c'est aussi souvent qu'ils ne comprennent pas le jeu. Et donc, il y a une capacité un peu limitée en termes de défense off-ball, etc. Et lui, je trouve que il est pas élite, mais au moins il comprend le jeu, quoi. Il comprend le jeu, le steal percentage montre ça. Et effectivement, ce sera peut-être jamais non plus un Herb Jones ou un mec comme ça, mais tout ce qu'on lui demande, c'est d'être un shooter d'élite. Avec ça, il peut être un excellent scoreur. Et en défense, si t'es viable avec ta taille et un peu de volume off-ball, avec, comme tu dis, second rideau, etc., ça fait quand même un sacré joueur, quoi. Ah oui, complètement. Et en préparant l'émission, j'écoutais l'épisode qu'on avait fait avec Baptiste sur les supporting cast là pour les playoffs, et Ouais. je projetais un peu Brandon Miller en me disant
est-ce qu'il serait pas déjà viable pour être au moins le joker et voir une étoile justement où il a en défense, je pense qu'il a un niveau suffisant pour pas forcément être ciblé, et comme il a le shot making ou déjà en catch and shoot il a un niveau d'efficacité qui est correct avec 38%, bah du coup ça donne ses centres de shooting plus je pense du coup sur du 38%, ce que ça fait 1,16. Et je me dis, mais en fait il pourrait presque déjà être un étoile dans un contexte d'une équipe qui collectivement fonctionne, et en fait le fait qu'il ait un peu ce minimum là qu'on puisse attendre, c'est déjà un peu positif dans le sens où forcément avec un numéro 2 t'as envie d'avoir une star, avoir une superstar avec un numéro 2 de draft, mais se dire que au moins tu pourras l'inclure dans des rotations dans le futur si tu arrives à créer une équipe fonctionnelle, c'est déjà positif en soi d'avoir ce constat là dès cette saison rookie. Ouais. Alors après, pour moi, il y a deux pistes de développement. C'est soit il arrive à développer le dribble, le drive et le passing. Donc ça, c'est un premier élément. Et l'autre, c'est s'il reste un peu dans ce style-là, le point de bascule pour moi, c'est à quel point est-ce que c'est un bon shooter ou pas. Parce que tu vois, Michael Porter Jr., on est vraiment sur de l'élite, quoi. Vraiment élite de chez élite. Et Brandon Miller, si c'est ce style-là, il faut vraiment qu'il soit. En tout cas, la question pour moi, c'est à quel point il peut être bon. Je sais pas s'il peut être méga élite, mais en tout cas, il peut totalement être très bon. Et pour l'instant, les premiers indicateurs nous disent que oui, quoi. 83% au lancer franc, 47% sur les longs tirs à 2 points, c'est pas mal aussi. 37-38% sur les 3 points sur un gros volume. Ouais, je pense qu'on a aussi affaire à un très bon shooter. Donc oui, c'est peut-être jamais quelqu'un qui sera un gros playmaker en termes de création de jeu direct, pick and roll, etc. Mais en même temps, c'est aussi la force de son profil, c'est qu'il pourra s'additionner à peu près n'importe qui sans trop de compromis, quoi. Donc c'est aussi la force de son profil d'être transposable dans plein de contextes différents. Donc voilà, effectivement. Quelle est ta quatrième stat du jour à nous présenter pour ces Hornets 2024 ? C'est 34% qui est la réussite en pull-up de LaMelo Ball à la fois en 2024 mais aussi en 2022. C'est la petite pirouette, c'est de pouvoir avoir, parce que 2024 forcément il y a un échantillon très faible, mais la pirouette c'est que dès 2022 où il avait un volume plus élevé parce qu'il avait joué quasiment toute la saison, il était sur ce pourcentage-là en pull-up à 3 points, en pull-up à 3 points, c'est vrai que j'ai oublié de préciser. La petite différence en 2024 par rapport à 2022, c'est sur les tirs à 3 points, c'est sur les catch and shoot, où à l'époque en 2022 il était à 42% de réussite sur les catch and shoot, qui avait un côté un peu surchauffe qu'avait connu toute l'équipe à l'époque. Cette saison il était plutôt à 35, mais pareil sur un échantillon vraiment petit qui est difficile à prendre en compte, et l'année dernière, je crois en 2023, il devait être à 40. Et en fait, pourquoi je sors cette stat, c'est que en fait, LaMelo Ball depuis le début de sa carrière n'a jamais eu un true shooting plus supérieur à 100. Et une des clés là-dessus, c'est justement sa réussite à 3 points, qui a été variable tout au long de sa carrière et qui plombe un peu en partie son true shooting. Alors il y a bien sûr également ce manque de drive et notamment de capacité à obtenir des fautes dont on en a déjà parlé, mais pour que LaMelo Ball puisse, si ses pépins physiques le laissent tranquille, parce que c'est aussi une de mes grandes craintes, si ses pépins physiques le laissent tranquille, pour qu'il puisse être une star et vraiment une très grosse star et surtout un très gros initiateur offensif, il y a le passing et je pense qu'il y aura toujours le passing si son corps le laisse tranquille. En revanche, le scoring, pour l'instant, il n'est pas là, et je suis de plus en plus inquiet sur la capacité à ce qu'ils viennent, et pour pouvoir porter une équipe avec un joueur pareil, je pense qu'il sera nécessaire d'avoir au moins être dans la moyenne en termes d'efficacité le concernant, parce qu'il a un usage qui est vraiment très élevé, qui est parmi les plus élevés de la ligue chez les meneurs, en prenant le chiffre de cleaning the glass qui inclut bien sûr les passes, il est dans les joueurs avec les plus gros usages, et forcément si le scoring n'est pas là, l'équipe aura du mal à avoir des résultats. Oui, je suis assez d'accord. Je suis d'accord, moi j'avais noté effectivement quelques-unes de mes stats. Là, j'avais pris le 37% à 3 points en carrière, en fait, sur 1400 tentatives, donc 37% sur un grand volume. Franchement, c'est bien. C'est bien. Effectivement, on a eu une pointe au niveau de l'efficacité en 2022 qui était un peu meilleure, autour des 39-40%, je crois. Mais a priori, tu vois, pour moi, le shoot sera là. Mais effectivement, LaMelo Ball, pour moi, c'est un génie de la passe, assez nettement. Je pense qu'il y a très peu de contestation possible là-dessus. Et
effectivement, pour moi, c'est le scoring va être un peu le point de bascule de son profil parce que, comme on dit, c'est souvent un peu lié. En fait, hein. Tu peux pas être juste un passeur de génie dans la NBA d'aujourd'hui sans scoring. Il y a besoin un peu d'avoir cette menace pour justement créer les opportunités et aussi pour être une star, quoi. Tu peux pas juste être une star juste avec le passing. Si tu veux influencer et casser des défenses, il faut que tu aies cette menace de scoring. Et donc, pour le coup, le shoot, je me fais pas trop de soucis. Mais effectivement, l'autre point qui était important pour moi, c'est le drive, quoi. À quel point est-ce qu'il peut arriver à être un bon driver? Enfin, tu vois d'ailleurs, même pas que le drive, d'ailleurs, si je reprends un peu les stats d'isolation, il a fait une année, en 2021, il était à 1,20 points par possession. Ce qui est vraiment génial, hein, 1,20 points par possession. Donc ça, c'est sa première année, son année rookie. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais là, ah oui, d'accord, c'est très sympa. Le génie de la passe qui peut scorer, sur les 1 contre 1 sur l'isolation, c'est cool. Sauf que déjà, c'était un petit échantillon de à peine 70 possessions. Et ensuite, les 3 années d'après, c'est des petits échantillons aussi, mais c'est beaucoup retombé. 0,96, 0,83, 0,75. Les chiffres, on s'en fiche, mais en gros, on n'était pas du tout sur un chiffre aussi bon. Et en effet, donc le shoot, c'est bien, mais le drive, le drive, j'ai pris des stats de 2022, hein, la dernière fois qu'il a joué pas mal de matchs. Et effectivement, en efficacité de drive, il était 60e sur 66e. Donc, c'est là-dessus où je suis un peu, pour l'instant, sur ma faim. Parce que le passing, comme dit, c'est un génie, le passing sera toujours là. Mais à quel point est-ce qu'il peut avoir le scoring, et notamment de drive, pour débloquer ce passing? C'est un peu la question pour moi. Et je pense qu'il y a un potentiel, parce qu'il y a la taille, il y a le toucher de balle, il y a un manque d'agressivité, mais qui peut-être peut être un peu amélioré. Mais il y a quelques outils pour faire, quoi. Complètement, et du fait de la taille. Après, sur les outils physiques, je trouve, notamment sur le drive et lorsqu'il y a contact, on sent qu'il se fait bouger assez facilement, et justement, il a un peu cette tendance à vouloir coller sous le cercle, mais qu'il a décidé de tenter le lay-up ou quelque chose comme ça, ou même souvent un flotteur. Justement, il a tendance à faire beaucoup de flotteurs parce qu'on a l'impression qu'il veut éviter ce contact. Il a tendance à vraiment arrêter à se lancer dans son saut un peu loin du panier ou avant que le défenseur soit totalement là. Et il va pas chercher le contact, et c'est aussi pour ça qu'il obtient assez peu de fautes, hein. C'est forcément lié. Et c'est ça un peu qui manque. Je me suis demandé si des fois aussi, notamment ces 2 dernières saisons, s'il n'y avait pas une peur de son côté liée à ces problèmes, ces différents problèmes qu'il a eu aux chevilles notamment. Mine de rien, bon, ça reste toujours un échantillon faible, mais cette année, il était à 32% de ses tirs qui étaient au cercle, ce qui était en augmentation par rapport aux 2 saisons précédentes. Il avait un shoot rate un peu plus élevé, et il y avait vraiment cette impression de volonté d'aller plus au cercle. En revanche, l'efficacité n'était pas là encore au cercle totalement. Pourtant, il y a un peu une technique avec une espèce de toucher. Alors la gestuelle est souvent bizarre quand même sur ces flotteurs, mais il y a un espèce de toucher qui est quand même présent, je trouve. Et de toute façon, la gestuelle est bizarre également sur son shoot, et le shoot est quand même décent, voire même positif, comme tu le disais. Donc en fait, je suis pas sûr qu'il faille forcément s'arrêter à la gestuelle. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a besoin de son côté d'avoir cette volonté, cet état d'esprit plus agressif, parce que la capacité peut être là. Et en plus, il a ce côté où, avec son passeur d'élite, passeur génial, ou même lorsqu'il va au cercle, il est capable de trouver des super passes, ou avec des jeux, forcément, lorsqu'il va au cercle, ça contracte la défense qui se rapproche de lui, ça laisse plus de coéquipiers libres, notamment derrière la ligne à 3 points. Il a cette capacité incroyable en drive and kick, qui est vraiment exceptionnelle. Mais pour pouvoir faire cela, en fait, il faut avoir aussi cette volonté de drive et cette capacité. Moi, je me dis qu'il y a quand même une partie de volonté, mais c'est un point où c'est beaucoup l'état d'esprit, et donc ça peut cliquer dans le futur. Oui, je suis assez d'accord, mais c'est là encore, hein, j'ai encore un joueur un peu atypique, et comme dit, pour moi, à quel point il peut avoir un poids de scoreur va beaucoup déterminer sur est-ce que ça peut être juste un passeur génial ou être un vrai joueur à l'NBA, quoi. Parce que tu vois, si tu me dis passing de génie plus pull-up à 3 points, c'est sympa, mais il me manque quand même le drive pour aller chercher, être en top 15, top 10 NBA un jour à terme. Il me manque un peu le drive. Et oui, il y a cette gestion du contact peut-être qui est un peu inhérente, hein, pour le coup. Mais là où je dis que la taille peut être fonctionnelle, c'est quand il va au layup, et quand il y va pour le coup, voilà, il peut s'élever très haut et plus haut que des Fred VanVleet, que des Devonte Graham, que tu as connu aussi beaucoup au Hornets, ou au Terry Rozier, hein, qui avait des limitations de taille très simplement. Lui, je trouve qu'il peut avoir ce côté où s'il va au layup, il a cette capacité d'extension avec taille plus longueur de bras pour aller au niveau du cercle au moins. Mais oui, il y a 2-3 petits trucs à droite à gauche, mais comme dit,
Comme dit, je reste un peu sur ma fin depuis la saison rookie où j'avais vu des chiffres d'isolation, d'efficacité sur isolation qui avaient l'air très très intéressants. Et sauf que depuis c'est pas le cas. Alors moi j'avais noté comme chiffre sur lui c'était 22, c'était le nombre de matchs. Et évidemment bon c'est un peu simple, mais parce que au-delà du jeu et qu'on a un peu décrit. Mais il y a certaines interrogations, quoi. Le côté de blessure, là, ça fait la 2e année consécutive où il y a des blessures, surtout à une zone de la cheville qui, on sait, peut être, il y a pas mal de rechutes qui peuvent arriver dans cette zone-là. Donc voilà, après, il va peut-être faire une Stephen Curry, hein, qui a été blessé très souvent en début de carrière, et puis ensuite, hop, plus rien du tout. Mais je peux te lancer aussi là-dessus, est-ce qu'il y a des vraies craintes par rapport à la santé de LaMelo Ball en général, ou pas? Parce que, mine de rien, il a joué 75 matchs en 2022, mais depuis, il en a moins joué que ça, quoi. Ouais, c'est aussi une stat que j'avais notée. Moi, j'avais noté 35%, c'était le pourcentage des matchs joués les 2 dernières saisons. Parce que la saison précédente, en effet, 2023, il avait peu joué également. Et il y a quand même une crainte sur ses chevilles. Récemment, il y a son père qui s'est exprimé. Alors, LaVar Ball, faut peut-être pas prendre tout ce qu'il dit comme argent comptant, mais il y avait déjà eu, c'était déjà sorti, ces craintes avaient été évoquées par, je crois que c'est un assistant GM de la franchise, au niveau des chaussures, qu'il s'était interrogé l'été dernier, notamment, je me rappelle une interview là-dessus, où il s'était interrogé sur les chaussures. Donc, LaVar Ball, là, on a remis une couche récemment. Donc, lui, il est en sponsoring avec Puma, je crois, j'ai un doute, mais qui a pas en plus très bonne réputation là-dessus. Donc peut-être qu'il y a une piste à creuser là-dessus. Peut-être qu'il est tout simplement fragile naturellement sur cet aspect. C'est quand même un joueur pas très musculeux, pas assez frêle, et peut-être qu'au final les chevilles se retrouvent sursollicitées de ce fait. Néanmoins, j'ai envie de me dire que en ayant le temps de bien se préparer cet été, mais bon, je me disais pareil l'été dernier, ça pourra bien fonctionner. Ce qui m'embête, c'est qu'en fait, c'est des rechutes récurrentes. C'est pas une grosse blessure, et voilà, et après il revient avec un processus de rééducation. C'est qu'à chaque fois, que ça soit l'année dernière et un peu cette année, même si cette année il y a eu que 2, mais c'est des va-et-vient où il est absent, il loupe quelques matchs, il revient pour quelques matchs, il en loupe d'autres. C'est un côté va-et-vient, c'est pas une grosse blessure, et en fait ça fait assez blessures récurrentes, et c'est vrai que c'est un peu inquiétant quant à sa viabilité à jouer beaucoup de matchs dans le futur. Ouais, pour dire, hein, par exemple, cette année, il a commencé l'année, il a fait 15 matchs, et puis ensuite absent pour 20 matchs, et ensuite il revient, il fait une petite dizaine de matchs, et puis ensuite il est absent surtout à la fin de saison. Donc oui, il y a pas, comme tu dis, le côté peut-être grosse blessure serait peut-être entre guillemets plus rassurant, paradoxalement, parce que ces gens, tu t'es fait le ligament croisé, c'est fait, tu prends beaucoup de temps, mais tu reviens, a priori c'est bon, quoi. Alors que là, c'est une récurrence de petites blessures un peu gênantes. À quel point tu penses que la fin de saison x2 des Hornets qui a été mauvaise, et que voilà, on était plutôt dans un processus de tanking qu'autre chose, à quel point tu penses que ça a peut-être motivé, ou plutôt pas motivé, un retour un peu accéléré sur des deuxièmes parties de saison? Pour cette année, clairement, ça a été une motivation. Ça a été dit clairement, je crois début mars, au mois de mars où ça a été annoncé que sa saison était terminée. C'était vraiment en mode, on prendra pas de risque, voilà. Après, je m'interroge un peu. Je comprends complètement l'idée de prendre pas de risque, de pas prendre de risque, et de laisser un peu le temps de revenir bien. Mais je me dis, ça fait quand même 2 saisons avec très peu de matchs. En plus, moi j'ai remarqué, enfin c'est mon sentiment, qu'à chaque fois quand il revient, il y a un peu un temps d'adaptation qui est nécessaire, même dans son style de jeu, justement sur son agressivité. L'année dernière, j'avais remarqué que sur les matchs post-retour de blessure, il prenait souvent plus de 50% de ses tirs à 3 points pendant 1, 2, voire 3 matchs. Et je pense que le fait d'avoir quand même peu joué ces derniers temps, il faudra forcément un temps d'adaptation lorsqu'il reviendra. On espère qu'il revienne à 100%. Et il faudra reprendre quand même des repères, en plus avec des coéquipiers qui ont beaucoup changé autour de lui. Ouais, et puis même, tu vois, même défensivement, j'ai du mal à le juger, en fait. Parce que dans ces contextes-là qui sont un peu atroces, quoi. Je trouve qu'on a un défenseur qui est très playmaker défensif, lui, pour le coup, très instinctif, et qui peut faire voler des ballons parce qu'il comprend un peu le jeu, qui fait aussi pas mal de paris défensifs, donc avec parfois du déchet, mais en même temps, je sais pas trop quoi penser, et je pense que c'est pas le bon environnement pour le juger défensivement, ce genre de contexte où ça perd beaucoup, quoi. Ouais, même dans la saison 2022 où l'équipe était compétitive, moi je crois que c'était quand même plutôt un défenseur négatif, notamment sur le point of attack. Alors souvent il y avait la volonté de pas le mettre justement sur le porteur de balle principal, mais ça arrivait qu'il soit ciblé. Après le côté playmaker, ouais, il se voit, notamment il a un steal percentage, il me semble, qui est assez élevé.
parce qu'il a justement cette intelligence de jeu qui fait qu'il sait anticiper, qui sait comprendre où va être la passe, et il se met beaucoup d'interceptions. C'est sur la ligne de passe, c'est pas forcément des interceptions où il défend en homme à homme, parce qu'en fait il sent tellement le jeu qu'il sait se placer. Il sait aussi venir de manière intelligente, un peu lorsqu'un joueur poste, venir dans le dos du joueur, venir faire la prise à deux et pas se voir, pas que l'attaquant puisse pas le voir venir. Là-dessus, il est vraiment son intelligence, elle se remarque également. Mais en tant qu'un défenseur un peu plus classique, même off-ball, en fait c'est la seule intention qu'il a en quelque sorte, c'est d'intercepter, je trouve, et c'est un peu un manque dans son profil à mon sens. Effectivement, on est d'accord. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur notre ami Lamelo ? Son retour aussi il serait utile, je trouve, pour les joueurs autour de lui, parce que forcément il crée beaucoup, mais aussi c'est un joueur sur contre-attaque qui est incroyable pour justement créer de la contre-attaque, pas seulement bien la mener, mais vraiment qui est juste plus de contre-attaque, notamment après un rebond. Déjà, justement, le fait qu'il soit grand fait qu'il prend quand même beaucoup de rebonds pour un meneur, même si du coup c'est pas un meneur traditionnel du fait de sa taille, mais pour un porteur de balle il prend beaucoup de rebonds, et en fait il a cette capacité à très vite lancer la contre-attaque, et forcément normalement en contre-attaque c'est un peu plus facile de scorer, d'être efficace, et le fait qu'il ne soit pas là, je pense que ça joue beaucoup sur le fait que l'équipe soit moins efficace en attaque, parce que c'est une des pires équipes cette année encore sur transition, comme de toute façon il y a beaucoup d'indicateurs où Charlotte a été dans les pires équipes cette saison. Effectivement, ouais. Non, mais c'est aussi un des gros points de son profil, c'est qu'il y a de la création, je pense, sur demi-terrain qui est de très bon niveau, mais ça peut aussi être un magnifique moteur de transition. Et tu vois, un peu comme Haliburton actuellement aux Pacers, quoi. Haliburton a un peu émergé en tant que gros titulaire dans ce rôle-là après Lamelo, finalement, parce que Lamelo a été très bon de suite en draft 2020, plus de temps de jeu, je veux dire. Mais ouais, pour moi, c'était lui la figure, le symbole de ce côté, le moteur de transition qui en fait te permet de convertir certaines possessions qu'avec un autre meneur, t'aurais juste remonté la balle et joué un peu en demi-terrain. Lui, il permet de te transformer ça sur une certaine partie de ses possessions en jeu de transition, en contre-attaque, qui ont une efficacité, une rentabilité attendue qui est bien plus haute, quoi. Donc, c'est un énorme boost. Je pense que souvent, on s'en rend pas compte à quel point un moteur de transition de type Lamelo Ball, de type Haliburton, de type, d'ailleurs, Ben Simmons à l'époque, où Ben Simmons jouait encore et était très bon. Voilà, c'est aussi une partie du profil qui est hyper intéressante, et je pense qu'il y en aura bien besoin l'an prochain aussi. Mais ok, tiens, j'ai dit quelques stats sur Lamelo, mais j'ai pas encore donné ma quatrième du coup. Où est-ce que je peux aller tiens, je vais aller sur ça, vu que t'as un peu évoqué un chiffre similaire. Je crois que t'avais dit 35%, moi j'étais à 37%, le pourcentage de matchs joués par Mark Williams depuis 2 ans. Et même si là encore, je mets un peu la nuance de sans doute que le tanking n'a pas aidé sur des fins de saison à dire non, ne reviens pas, alors que peut-être que s'il avait joué, je sais pas moi, aux Bucks ou aux Celtics, il serait revenu, quoi. Mais c'est vrai que ça fait très peu de matchs pour Mark Williams de jouer en carrière pour l'instant après 2 ans, draft 2022, si je dis pas de bêtises, puisque il joue avec Paolo Banchero à la fac. Donc ouais, ça fait effectivement, et ça fait très peu. Et surtout, je voulais aussi te poser la question par rapport au duel, qui n'est peut-être pas un duel pour tout le monde, avec Nick Richards, qui lui est plus souvent présent, mais peut-être un peu moins talentueux. Qu'est-ce que tu penses de Mark Williams et même de l'état un peu du poste de pivot pour l'instant, pour cette saison et pour l'an prochain à Charlotte? Alors Mark Williams, j'étais assez positif, même plutôt positif après sa saison de rookie. Alors c'est vrai qu'en début de saison il n'avait pas beaucoup joué, alors c'était surtout parce qu'il n'avait pas la confiance de Steve Clifford lorsqu'il est arrivé lors de son année rookie. C'était pas forcément pour des raisons de blessure, contrairement à cette année. J'étais assez positif parce qu'en fait il y avait un sentiment qu'il était capable de plutôt bien défendre. Il amenait de la rim protection, même si en étant loin des meilleurs là-dessus, mais il montait des choses assez prometteurs avec notamment des capacités physiques vraiment importantes, où il se déplace vraiment bien pour sa taille, il est capable de décoller. Alors quand je dis qu'il se déplace bien, c'est plus sur le côté avant-arrière nord-ouest que de manière latérale, ouais. Mais ça restait quelque chose d'important pour un pivot et d'intéressant dans le sens où notamment sur pick and roll, s'il y avait un switch, c'était arrivé plusieurs fois que face à des meneurs, il était capable de bien résister, voire même de tenir et de faire la défense. Donc il y avait vraiment du positif là-dessus.
Après sa deuxième saison, je suis un peu moins optimiste. Bon, déjà que en raison de sa blessure là, qui a mis fin prématurément à sa saison, c'est une blessure au dos. Ça, on parlait des blessures récurrentes. Le dos, souvent, ça peut être récurrent. Alors, ça peut se corriger avec la musculation, notamment en renforçant le dos. Ça pourra peut-être se corriger, mais je trouve ça inquiétant. Et en plus, c'est un peu quelque chose qui va avec quand même un de ses défauts en tant que protecteur d'arceau, c'est il ne repousse pas vraiment l'attaquant lorsqu'il y a contact. Il n'est pas non plus si solide en termes de dureté physique. Et donc c'est quelque chose qui manque. Et ça se voit aussi également lorsque l'attaquant adverse le poste. J'ai souvenir d'un match de début de saison contre Houston où même Sengun plusieurs fois vraiment enfoncé Mark Williams, était capable en plus de sa technique au poste. Et en fait le manque de dureté de Williams se faisait sentir là-dessus. Et c'est vrai que là la trade deadline, il était sorti dans les médias que Mark Williams faisait partie des intransférables. Bon, ce qui est déjà gênant parce que en soi, si les Spurs étaient arrivés en proposant Wemby contre Mark Williams, je pense que ça aurait été transféré. Ça me gêne toujours un peu ce côté intransférable dans ces cas-là. Mais en plus, au-delà de ça, qu'il soit considéré forcément comme une pièce indispensable du futur, m'a gêné parce que même dans le profil offensif, en fait, c'est un joueur, c'est juste un rim runner qui a besoin qu'on le serve, qui a de bons chiffres d'efficacité, mais qui aura jamais un chiffre d'usage élevé parce que en fait, il n'a pas de dribble, son shoot, il est inexistant et c'est juste un finisseur sous le cercle. Il y a un peu de passing, mais c'est plus des flashs que quelque chose de consistant, de passing justement après avoir reçu le ballon, de faire vivre le ballon pour le décalage. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien qui permette d'être certain que ce sera quelque chose de viable dans le futur. Et en plus, c'est du passing de complément, c'est pas du passing de pure création, c'est lui qui va créer pour les autres. Donc, je suis moins optimiste pour son futur là maintenant, parce que même en tant que rim protecteur, il faudra un développement physique pour moi. Au niveau de la technique, il y a quand même un sens du timing que lui a et que justement Nick Richards, je trouve, a moins. Même si Nick Richards est très présent, il a vraiment cette volonté d'être présent. Mais par contre, le timing est souvent assez mauvais, je trouve. Il fait beaucoup de fautes, mais Mark Williams également. Hein. Je pense qu'il y a un biais de jeunesse forcément là-dessus. En revanche, Nick Richards aussi, quelque chose je trouve qui illustre beaucoup ce côté manque de timing et un peu en retard, c'est que c'est un des joueurs qui fait le plus de goaltending en NBA. Donc vraiment, où il vient contrer, mais c'est trop tard. Et en plus, même ça concède des points, parce qu'il y a des cas où le panier serait pas forcément rentré. Et du coup, dans la protection d'arceau, c'est vrai que j'imagine plus Mark Williams comme futur protecteur d'arceau. Et en plus, j'aurais tendance à dire aussi plus en défenseur polyvalent dans les schémas utilisés pour défendre, notamment sur pick and roll. Même si justement, j'avais été un peu frustré en début de saison où déjà l'équipe a été quasiment tout de suite mauvaise, qu'il n'y a pas plus de variété de schémas dans lesquels il a été utilisé. Mark Williams, c'était quand même très souvent en drop. Il y avait un peu de edge où il venait plus haut vers le porteur de balle, mais c'est quand même souvent en drop qu'il attendait lorsqu'il était impliqué sur pick and roll. Par contre, c'était pas mal lorsqu'il n'était pas justement sur le porte-balle, qu'il venait en aide, un peu comme un Lomen. Là-dessus, ça fonctionnait. Je trouvais qu'il était pas mal là-dessus, qu'il avait les bons timings, même s'il a tendance un peu trop à mordre si le shoot est déclenché et donc justement à faire des fautes dans ce contexte-là. Là où avec Nick Richards, le fait qu'il ait joué un peu toute la saison, puis qu'on l'ait déjà davantage vu les saisons précédentes, on l'a vu dans plus de schémas défensifs différents. Et autant comme pur protecteur assaut, je suis moins confiant sur les capacités futures de Nick Richards. En revanche, il m'a surpris cette saison sur les capacités de schéma dans lesquelles il a été utilisé et où il avait un peu un niveau décent, parce que je vais pas dire non plus un bon niveau de toute manière vu le niveau de la défense cette saison, mais notamment sur des situations de edge ou même de blitz où il y avait la volonté de faire lâcher le ballon. Et il a vraiment montré plusieurs fois une capacité à monter, à obtenir ce que la défense cherchait, donc en contrecarrant les plans de l'attaque, et après à recouvrir, à se replacer, à revenir. Je dirais pas qu'il le faisait pas avant, mais en tout cas moi je l'avais pas noté tant que ça avant, et c'est vrai que j'ai un peu meilleure estime de sa défense que par le passé. En revanche, sans être super optimiste non plus. Et en revanche sur l'attaque, bon de toute façon c'est un peu les mêmes qualités, les mêmes défauts que de Mark Williams, à part que Nick Richards a un peu plus de petits moves
Je trouve que Mark Williams qui est plus sur le mouvement et la finition. C'est vrai que Nick Richards, il y a un peu quelques petits moves. Il est un peu mieux sur des tirs, alors qui sont pas totalement au niveau du cercle, mais qui sont un peu en dehors de la restricted area, mais qui sont quand même dans la peinture. Et je trouve un peu mieux là-dessus, mais il a une efficacité d'ailleurs, je crois, un peu meilleure que Mark Williams cette saison. Mais voilà, sans être forcément plus optimiste. Et autant l'été dernier, j'aurais dit Mark Williams dans leur duel, mais du fait déjà de avoir un peu plus de recul sur Mark Williams et peut-être un peu moins le côté nouveauté, je suis un peu moins haut que l'été dernier sur Mark Williams. Et concernant Nick Richards, c'est un peu mieux, mais au final, j'ai tendance à me dire que peut-être qu'il est le pivot du futur de la franchise, n'est ni l'un ni l'autre en fait. C'est ça la conclusion un peu déprimante. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et effectivement, on a aussi un côté où Mark Williams a été drafté bien plus tôt que finalement Richards qui est un deuxième tour. Voilà, donc on n'est pas sur le même niveau de talent a priori, mais je trouve qu'en un sens, Richards est un peu plus la version classique du rim runner, pardon, catch and finish et un peu même en défense. Là où Mark Williams a un peu moins de pop vertical, un peu moins de fluidité, agilité, je trouve. Mais je trouve aussi un peu plus de technique, un peu plus de toucher de balle aussi parfois, tu vois, sur certains, j'ai le souvenir qu'à Duke, il n'était pas obligé d'être complètement au alley-oop, il pouvait faire un petit flotteur à droite à gauche ou même un peu de passing, quoi. J'ai l'impression que le Mark Williams c'est peut-être un peu moins explosif, un peu moins ce moule classique du mec qui est rim runner plus défense en drop, long bras, etc. Il a un peu plus, là où Nick Richards c'est le moule plus classique, lui, pour le coup. Après, le problème, c'est que, comme tu dis, c'est pas parce qu'il a ce moule classique que c'est Nick Claxton, quoi. Il y a tout un niveau de à quel point est-ce qu'il comprend le jeu, à quel point il est indiscipliné ou pas. Et effectivement, avec Richards, on n'est pas là-dessus, mais j'avoue que moi, j'étais peut-être un peu plus bas que la moyenne sur Williams au moment de la draft, Mark Williams, et peut-être un peu plus haut aussi que la moyenne au niveau de Nick Richards. Bon, peut-être, je vais pas retomber sur ta conclusion un peu déprimante de c'est peut-être aucun des deux, mais c'est vrai que d'un point de vue réalistiquement, c'est peut-être ça. Mais j'aime bien les deux. Moi, j'aime bien les deux. Je trouve qu'on n'a aucun qui va être un protecteur d'élite, évidemment, mais j'aime bien un peu les flashs des deux sur le profil des deux. Après, faut voir aussi, parce que tu vois, Nick Richards est aussi plus long, plus explosif de base. Bon, on a aussi, comme dit, une saison où il n'y a pas eu de génial playmaker à côté, quoi. C'était du Terry Rozier pendant la première partie de l'année, et puis pas grand-chose ensuite sur la deuxième. Donc, à voir aussi, peut-être, tu vois, sur le développement, ils sont pas non plus si vieux que ça. Et à voir aussi, offensivement, à côté d'un vrai playmaker avec Lamelo Ball qui va revenir. Mais ouais, en effet, tu vois, je pense qu'au niveau des statuts de draft, tout le monde partait avec ce côté, oui, évidemment, Mark Williams, il est devant dans la rotation. Je suis pas sûr que d'ici 6 mois, 12 mois, 18 mois, on ait encore cette rotation à ce point établi où, non, Mark Williams est loin devant, quoi. Oui, moi je suis complètement d'accord. Déjà, rien dans mon cas personnel, dans mon esprit, c'est vrai que c'est beaucoup moins clair maintenant que ça l'était l'été dernier. Ou l'été dernier, j'aurais vraiment dit Mark Williams plutôt que Nick Richards. Là, c'est moins clair. Après, il y a quelque chose défensivement que j'aime bien, justement dans le côté atypique de ce profil chez Mark Williams, c'est que du fait, il a quand même des bras vraiment très longs, il est très présent à gêner les passes et les lignes de passe, et il le sent bien, mais je pense que c'est aussi, il profite beaucoup de ses capacités physiques, et c'est aussi quelque chose qui joue dans l'attrait que j'ai pour lui. C'est peut-être le côté atypique m'attire peut-être beaucoup parce que justement il va amener des choses un peu différentes défensivement par rapport au pivot habituel. Il me semble qu'il a un steal rate qui est plutôt élevé pour un pivot notamment, même si c'est un indicateur parmi d'autres, mais je trouve que ça marque bien sa capacité à vraiment un peu gêner les passes. Oui, Williams c'est un meilleur steal rate que Nick Richards. Et donc ça montre un peu plus effectivement ce côté compréhension du jeu, comme on disait. Mais oui, effectivement, je sais aussi ça a une différence. Là où Richards, c'est pour le coup est très très mauvais sur cet indicateur-là de la compréhension du jeu. Ok, eh bien on peut avancer. Quelle est donc ta 5e et dernière stat du jour à nous présenter pour les Hornets 2024? Alors au départ j'étais parti sur quelque chose autour des deux pivots, mais je vais changer. Alors pour l'instant on n'a pas du tout parlé des joueurs qui sont arrivés lors de la trade deadline. Pour les citer rapidement, il y a eu notamment beaucoup de joueurs qui sont arrivés d'OKC. Il y a eu Milicic, Treman et Pokusevski.
je vais y arriver. Et il y a eu Grant Williams également. Alors la stat que je choisis de retenir, elle sera sur Treyman, où c'est 1,14. C'est son ratio, justement, on parlait tout à l'heure de ce ratio de playmaking, assist par rapport à l'usage. Pourquoi je choisis ça pour lui? Parce qu'en fait, c'est en augmentation fulgurante par rapport à ses 2 premières saisons à OKC, où il était à 0,64 et 0,50 sur ces 2 premières saisons. Et là, alors l'échantillon est petit parce que c'est depuis qu'il est à Charlotte, il a 1,14. Et ce qui est marrant, c'est que son usage est similaire. Et il était à 21, donc c'est l'usage de Cleaning the Glass qui prend en compte le passing. Il était à 21% et il est toujours à 21% actuellement. Alors, en fait, la question que je me pose, c'est pourquoi il y a eu cette progression. Alors, je l'ai assez peu vu au OKC, en plus, encore plus, il a très peu joué cette saison avant d'être transféré, donc c'était les saisons précédentes. Est-ce que c'est le rôle, malgré un usage similaire, est-ce que là il avait un rôle d'initiateur principal plus important? En tout cas, à Charlotte, c'est le rôle qu'il a eu, notamment parce que en fait, lorsqu'il a joué, il n'y avait plus de meneur à part lui et Messi. Donc il était souvent vraiment dans un rôle de meneur, d'initiateur. Est-ce que c'est pour ça que ce ratio a augmenté? Parce qu'en fait, un des problèmes justement qu'a eu de Treyman, c'est que c'est quand même un joueur assez petit, et en fait le fait de pas avoir de playmaking, ça l'aide pas du tout pour son profil. Surtout que j'ai trouvé que il m'a agréablement surpris sur sa défense. C'est vraiment pour moi le point fort de son profil sur les matchs à Charlotte. C'est défensivement sur le porteur de balle et même en aide, mais dans les limites de sa taille, de son profil physique. Je trouve qu'il m'a assez bien surpris et je pense qu'il peut s'installer comme meneur backup de ce fait-là, mais il faudra pour cela que ce ratio de playmaking reste dans les mêmes eaux, ou en tout cas qui confirme un peu ce côté un peu plus de playmaking que par le passé. Et toi, dans le jeu aussi, au-delà des stats, dans le jeu, tu le voyais aussi peut-être plus créateur, comparé à OKC, où c'est vrai qu'il sortait du banc un peu en mode joker. Toi, tu l'as vu aussi être un peu plus créateur dans le jeu, faire des pick and roll, faire des passes, etc., quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est aussi le contexte du fait des nombreuses absences, et notamment celle de LaMelo Ball. Il était souvent le meneur titulaire, ou même s'il n'était pas titulaire, quand il était sur le terrain, c'était lui l'initiateur, c'était à lui qu'on confiait cette responsabilité de créer et de faire ses passes. Et donc, je pense que c'est le gros changement par rapport à ces années au OKC, où je pense qu'il était plus en bout de chaîne ou en complément que l'initiateur numéro 1 de l'équipe des 5 joueurs sur le parquet. Non, mais effectivement, c'est un plutôt bon coup de la part de Charlotte, parce que je pense que Treyman, qui a été drafté il n'y a pas si longtemps que ça, premier tour en 2021, c'est peut-être juste aussi qu'il n'avait pas les requis. Le projet du Thunder est allé trop vite aussi. Et puis voilà, le projet de Thunder, c'est on draft plein de gens, donc on garde ceux qui explosent, et puis les autres tant pis, quoi. Et je pense que lui, c'est pas du tout qu'il y a un manque de talent, c'est juste que voilà, dans une équipe à ce point compétitive comme le Thunder, il y avait peut-être plus la place ou le temps de le développer. Mais je trouve que c'est une bonne pioche, bonne pioche côté Hornets, ça coûte rien, sachant qu'il y avait déjà eu toute l'année, vous avez un peu essayé de piocher à droite à gauche, avec pas mal d'échecs, notamment côté français, parce que Nelly Kena est passé par chez vous, blessé puis coupé, je crois, Malédon, enfin voilà, il y a plein de turnovers. Pour le coup, ça c'est un pari qui coûte pas grand chose. C'était quoi, c'est le contrat expirant d'Hayward, c'est ce trade évidemment. Donc tu te débarrasses d'Hayward et tu récupères un jeune qui a été drafté il n'y a pas si longtemps que ça, qui a encore 22 ans, je crois à peine, qui a du talent pur. Ouais, c'est vraiment un pari pour pas grand chose et qui peut être payant en fait. Ouais, c'est ça, il est seulement dans sa 3e saison NBA. Et donc l'année prochaine, il a encore un contrat rookie, il avait été drafté au premier tour, donc c'est un contrat qui coûte pas beaucoup au final, et pour un meneur backup, je trouve ça décent. Et en plus, il a ce côté, de ce que j'ai vu, où il va beaucoup vers le cercle aussi, et justement on en parlait que c'était un problème de l'équipe. Alors il va pas révolutionner les choses parce que ça restera, je pense, le 2e meneur, mais voilà, il amène un profil là-dessus un peu différent des autres joueurs qui composaient l'effectif jusque-là et qui complètent bien. Et oui, ça a été plutôt une bonne surprise parce que sur le trade avec OKC, finalement OKC ils ont plein de tours de draft, mais ils ont quasiment rien voulu lâcher lorsqu'ils ont pris Gordon Hayward. Mais par contre, il y a eu des joueurs qui sont arrivés, donc Treyman, il y a Milicic qui arrive en même temps, il y a Poku. Finalement, c'était plus des paris qui sont arrivés en se disant on récupère 3 joueurs. Déjà, s'il y en a un des 3 qui descend, face au contrat expirant de Gordon Hayward, c'est déjà pas trop mal. Et visiblement, sur les 3, il y a au moins Treyman qui pourra continuer l'année prochaine et peut-être un peu plus. Là où je suis moins positif pour que ça soit pour Micic ou pour Poku. C'est quoi la situation de Micic pour le coup?
Il me semble qu'il avait signé un contrat de plusieurs années lorsqu'il arrivait au OKC, parce que justement il renonçait à un contrat important en Europe. Il me semble qu'il a encore qu'il est au moins garanti pour l'année prochaine. Oui, donc quasiment 8 millions l'an prochain et 8 millions en 2026. Donc D'accord, encore 2 ans. peut-être que vous allez le garder, ouais. Peut-être que vous allez le garder. Et lui, pour le coup, pareil, hein, franchement, moi, grosse déception au KC où je voyais pas grand-chose, et notamment ce qui était censé être sa force, le pick and roll. Lui, il est arrivé chez vous et on l'a vu un peu le talent du joueur européen qu'on connaissait, notamment sur pick and roll, quoi. Ouais, complètement. Bah moi je connaissais un petit peu parce que ça m'arrive de regarder un peu d'Euroleague par-ci par-là et c'était quand même une star de l'Euroleague et bah c'est vrai que j'ai plus vu à Charlotte qu'à OKC ce qu'on pouvait voir en Euroleague, ce côté sur pick and roll, vraiment beaucoup de création, notamment plus par le passing parce qu'au niveau du scoring par contre sur pick and roll ça a vraiment pas été bon du tout cette année à Charlotte, alors que bon c'est quand même à la base quand même un profil scoreur, mais là sur les 3 points je crois qu'il est autour de 28%, notamment sur les pull-up 3 points j'avais noté qu'il était à 28,4%, ce qui pour un joueur de pick and roll est vraiment très mauvais, et d'ailleurs il a un true shooting plus alors qu'il est vraiment atroce même à Charlotte actuellement, et en plus là où je me dis qu'il a vraiment pas vraiment un avenir en NBA, c'est qu'en défense il est quand même très souvent ciblé et ciblable là-dessus, et pour moi c'est rédhibitoire déjà qu'il sur pick and roll il n'a pas l'efficacité au scoring, si en défense c'est une cible, c'est rédhibitoire pour moi. Effectivement. Alors du coup, j'avais plusieurs stats. Je vais tricher. J'ai plusieurs stats pour ma cinquième. plusieurs de joueurs dont je voulais parler. Bah tiens, pareil, 37,6%. Qu'est-ce que c'est 37,6%? C'est le pourcentage à 3 points de Grant Williams, mais à Dallas. Et oui, 37,6% à Dallas. Sachant que son score en carrière, c'est 37,7%. Ah bah tiens, non mais bon, finalement il a pas si mal shooté que ça, Grant Williams à Dallas. Je pense que les problèmes étaient un peu autres, sans doute un peu management, comportement, j'ai pas envie de dire ça parce que ça fait genre il s'est mal comporté, mais en tout cas l'alchimie dans le vestiaire n'était pas là, ça je pense qu'on peut le constater, et on a peut-être effectivement j'ai un peu fait partie des déçus. Je pensais qu'il pourrait faire le step-up de passer de excellent 6e, 7e homme à un titulaire NBA. Ça n'a pas été le cas. Bon, ça restait avec un effectif de Jason Kidd, donc c'est pas pour moi une preuve irréfutable, mais voilà, pour dire aussi que Grant Williams qui a pas si mal que ça shooté à Dallas, il a fait pareil sur la fin de saison côté Charlotte, sachant que c'est aussi quelqu'un qui sortait de 2 saisons à Boston à plus de 40% depuis 2 saisons, donc on a un vrai shooter d'élite. Et là encore, rebelote, je me repose la question de, certes il a été un très très bon élément d'un Boston compétitif entre 20 à 25 minutes, parfois 30, d'un Boston qui va loin en playoff. Mais est-ce qu'il peut faire le step d'être un joueur à plus de 30 minutes par match dans une bonne équipe, alors d'abord à Charlotte, mais est-ce que imaginons que Charlotte devienne une bonne équipe, je veux dire, est-ce que ça peut être le titulaire d'une équipe compétitive? Je me pose un peu la question, mais en tout cas, en attendant, je pense qu'il peut faire partie d'une très bonne escouade de joueurs, notamment un peu ce profil connecteur, fluidificateur de jeu qui pourrait faire du bien. Et c'est là-dessus où si Charlotte arrive à recruter un coach offensif, bah ouais, quoi, tu vois, t'as la Melo à la baguette, t'as une paire d'intérieur qui peut apporter la verticalité, t'as du Grant Williams, t'as potentiellement du Treman, du Pokusevski. Il y a peut-être de quoi faire un peu en attaque, je trouve, et je suis pas encore convaincu enfin, en tout cas, j'ai des doutes comparé il y a quelques mois de Grant Williams. C'est sûr, il peut faire le step-up pour être un titulaire NBA. Je suis plus autant sûr de moi, mais en tout cas, j'ai hâte de le voir avec un peu plus de ballon et un environnement différent, parce que Dallas, c'est vrai que ça avait l'air bloqué. Donc, ouais, je pense que je vais un peu suivre l'an prochain une vraie saison complète côté Charlotte, quoi. Ouais, et c'est vrai que je suis un peu d'accord avec ça, parce que sur la fin de saison, là où il fait du bien, c'est qu'en fait justement le collectif étant quasiment inexistant, lui il amène ce côté collectif, ce lien, notamment à travers du passing. Son taux d'assist est assez élevé, même son usage est le plus élevé qu'il a jamais eu dans sa carrière, ce qui s'explique forcément par le contexte, et il le fait plutôt bien. Et en fait là ce qui saute aux yeux, je trouve, c'est un peu la maturité, ou plutôt la fonctionnalité de son jeu par rapport aux joueurs qui sont autour de lui, et là-dessus il amène beaucoup de positifs, et notamment beaucoup de passing depuis le poste bas, même défensivement il amène des choses qui n'existaient pas dans cette équipe, donc c'est vraiment plutôt pas mal là-dessus. Le petit bémol, c'est qu'il fait plus de pertes de balles, mais en fait lié à son usage, finalement c'est plutôt stable, mais il a quand même tendance à beaucoup perdre le ballon, et forcément avec l'usage qui augmente, il y a plus de pertes de balles, pas mal de pertes de balles liées à la passe, où il a tendance à être un peu gourmand sur ses tentatives de passe. Ça peut être un problème dans le futur.
Par contre, oui, il a un semblant d'efficacité sur son passage à Charlotte, notamment grâce aux 3 points, mais aussi ses points à l'intérieur. Donc en fait, je suis plutôt positif parce que c'est un profil qui manquait même ces dernières années vraiment ce joueur de collectif qui va un peu amener des rouages, qui va faire en sorte que le ballon tourne bien et qui va aider la Melo Ball notamment lorsqu'il a fait le décalage à amplifier le décalage ou à faire fructifier ce décalage là. Par contre, je pense qu'il y aura toujours au niveau du scoring une limite dans sa capacité à avoir un volume de scoring parce que il a une palette qui reste assez limitée. Et comparé à... Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais dans le bilan de cette saison, on peut aussi mentionner le fait que ça y est, enfin Charlotte a abandonné le projet de son clone, en un sens, alors pas exactement pareil, mais de PJ Washington. Quel bilan un peu tu tires de ça et pourquoi est-ce que Charlotte a un peu jeté l'éponge pour finalement l'échanger contre une version qui est un peu similaire, avec des différences de profil, mais c'était pas, voilà, ils l'ont pas lâché pour faire un gros coup. Pourquoi est-ce que les Hornets sont un peu abandonnés sur Washington? C'est vrai que le côté clone est assez marquant et le fait qu'il ait repris un peu le même rôle a bien montré les différences. Justement, ce qui est le problème avec PJ Washington, c'est vraiment la consistance et la régularité. Où il y a plein de flashs sur plein de domaines, que ce soit en porteur de balle, en connecteur, même à l'intérieur, en poste bas, mais il n'y a jamais eu une capacité à répéter ça sur des échantillons de matchs élevés de plusieurs matchs. Et il était capable de faire des matchs des fois à 7 sur 7, 8 sur 8 à 3 points, et les matchs après faire un 1 sur 8 incompréhensible. Et ça a été, et dès sa saison rookie, ça a été ça, parce que d'ailleurs son premier match, il me semble qu'il fait un carton à 3 points, et après il enchaîne les matchs où la réussite n'est pas là. Et c'est ça dans tous les aspects de son jeu, notamment au passing, où il y a eu des bonnes périodes par moment, puis ça a disparu. Et je pense qu'ils ont jeté l'éponge en partie à cause de ça. C'est que, au final, moi, et d'ailleurs c'était une interrogation de ma part, c'était une interrogation, c'est qui il est vraiment comme type de joueur en fait. Il a montré tellement de facettes, mais il a montré qu'aucune de facettes ne se détachait comme étant son profil principal. Ouais. Je suis assez d'accord. On va pas trop développer. Et puis dernier chiffre du coup pour conclure, on peut conclure avec ça. J'avais noté 3400 qui était le minutage de Pokusevski en carrière. 3400, c'est-à-dire l'équivalent d'une bonne saison de James Harden époque Rockets. J'exagère un peu, mais voilà, c'est en 4 ans. En 4 ans, on a 3400 minutes à peine. Ce qui veut dire que évidemment, vous aurez compris, il y a des problèmes de blessure avec lui qui sont assez évidentes. Et en même temps, de l'autre côté, il n'a que 22 ans. Il n'a que 22 ans alors qu'il a déjà 4 ans de NBA dans les pattes. Alors 4 ans à moitié, en pointillé parce que blessé, mais il a été drafté en 2020 pour le coup, et sauf qu'il a été drafté très jeune. Et je sais pas ce que t'en penses toi, maintenant que t'as pu le voir un peu à Charlotte sur cette fin de saison, moi c'est un peu un de mes chouchous. Ce qui ne veut pas dire qu'il est bon encore, mais j'aime beaucoup le côté les fondations où t'as l'impression que tu peux construire un joueur qui peut être tellement cool, c'est-à-dire un mec de 7 pieds de haut qui peut être un playmaker balle en main, créateur de pick and roll, de drive and kick, qui a un peu de pull-up, qui on peut espérer peut-être à terme peut un peu remplir la charpente très fine pour éventuellement aller un peu au panier, un minimum. Enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais il y a un côté, voilà, il fait 6'11", 7 pieds de haut, avec des instincts de passeur, avec potentiellement un peu de défense par-ci, par-là, on va dire collective, intelligente, tant qu'il y aura pas l'épaisseur de physique. Mais qu'est-ce qu'on en pense alors de Pokusevski ? Je suis d'accord avec toi sur le côté vraiment très cool. Moi, justement, sur la fin de saison où il y avait quand même assez peu de choses réjouissantes à regarder, le fait de l'avoir lui, ça mettait un côté fun lorsqu'il était sur le terrain. Justement, du côté complètement atypique du joueur par rapport à au rapport entre son profil technique et son profil physique. Néanmoins, c'est vrai que je commence un peu à quitter le bateau Pokusevski, malgré qu'il y a encore de temps en temps des choses qui se font dire ça peut être génial, mais en fait c'est trop rare et surtout il y a plus souvent du négatif que du positif à mes yeux. C'est pas que pour les blessures, tu veux dire alors, hein, c'est ça ? Ouais. C'est ça, c'est également sur ce qu'il fait sur le terrain où ça peut être vraiment inconsistant. Et aussi, il y a quand même sur la défense, il a une taille qui lui amène beaucoup d'attributs de qualité naturelle normalement, mais je trouve que sa qualité de déplacement en défense est assez problématique à mes yeux. Alors peut-être qu'il y a moyen de mieux l'utiliser, faire en sorte justement de cacher le manque de déplacement et d'utiliser surtout sa taille, mais je m'interroge beaucoup par rapport à ça. J'espère qu'il sera encore là l'année prochaine, parce que de toute façon on part a priori encore sur une saison de transition, de reconstruction, donc autant continuer à tenter avec lui, mais j'avoue être moins optimiste. On est sur un projet long terme, on va dire. C'est ça. Soyons gentils.
qui commence c'est draft 2021, j'ai un doute. 2020 même, c'est ça le projet long terme. Il est encore très jeune comme tu l'as dit, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de saisons et il faut qu'il aille à la salle, faut se renforcer un peu quand même aussi. Oui, et puis tu vois, ne serait-ce qu'avoir un jump shot de bon niveau, ça change tout, quoi. Si pour l'instant il est fin, mais en plus il n'y a pas de jump shot, ouais, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, je voulais quand même le citer parce que on est passé pas loin de. Je suis plus du tout en NBA pour Pokusevski. Au moins à Charlotte, il y aura un peu la place a priori de le tester, de le passer un peu au révélateur. Au minimum. C'était pas le cas au KC qui était devenu trop bon, là encore. Mais voilà, Pokusevski, on a fini un peu nos 5 stats. Est-ce que tu as d'autres joueurs qu'on n'a pas évoqués aujourd'hui dont tu voulais parler, quelques stats un peu bonus ou des petits sujets par-ci par-là? Bah non, j'ai fait le tour. De toute façon, je pense que on a parlé de la plupart des joueurs, même s'il y en a eu beaucoup. Après, il y a quelques autres joueurs qui ont eu du temps de jeu, mais de manière plus anecdotique. Il y a le rookie Nick Smith qui a un peu plus joué en fin de saison, mais on verra en octobre s'il joue toujours autant, il monte toujours autant de choses. Je pense qu'il y a le projet Bryce McGowens qui arrive un peu à son terme, ça fait quelques saisons qu'il est là, c'était un second tour. Je pense que le fait qu'il n'ait pas réussi à avoir un temps de jeu consistant sur la fin de saison montre que son niveau n'est pas suffisant pour faire sa place en NBA. Et je suis curieux de voir la suite, même la stratégie cet été. Lors des transferts qui ont été faits à la trade deadline, les dirigeants qui étaient en place parlaient beaucoup de la volonté d'avoir une flexibilité financière et un peu de s'en servir pour récupérer des assets. C'est un peu ce qui s'est passé avec le trade de Gordon Hayward, où le fait qu'il avait un contrat expirant a permis de récupérer des joueurs. D'ailleurs, ça me fait penser que dans les joueurs qui sont arrivés d'OKC, j'ai oublié de citer tout à l'heure Bertans. Ah oui, tout le monde l'oublie. Qui sera encore sous contrat l'année prochaine, le shooter. Qui, il me semble, il reste un an de contrat encore payé de manière assez élevée. Donc il sera toujours là, mais bon, pas avec un vrai rôle, je pense. Mais voilà, la stratégie est pas hyper claire. C'est une reconstruction de fait, mais dans le discours, on a l'impression que j'ai un peu peur qu'ils cherchent à aller trop vite, comme ça a été le cas lors de la précédente reconstruction. Tu parles de le cycle Terry Rozier, Gordon Hayward, etc. quoi. C'était 2019, ouais, effectivement. Qui s'est fait en 2 ans, parce que Terry Rozier arrive en 2019 et Gordon Hayward arrive en 2020, quand LaMelo est drafté. Mais en fait... c'est vrai, oui, dans la bulle encore Hayward en 2020, oui, effectivement. Il arrive et en fait, même pour le faire venir, le front office de l'époque avait coupé Nicolas Batum et étalé son contrat sur plusieurs saisons. Donc le contrat de Batum est resté je crois que c'était sur 3 saisons pour pouvoir faire venir Gordon Hayward. Déjà à l'époque, ça paraissait une idée un peu farfelue et avec le recul, ça n'a pas vraiment fonctionné, même si Gordon Hayward, les 2 premières saisons, amenait quand même du positif. Mais en termes de résultats collectifs, de participation au play-in, on peut pas forcément dire que ça a été un pari gagnant. Le fameux Batum, tu joues bon an mal an jusqu'au match de janvier à Paris, et puis après c'est fini, quoi. Après c'est fini. Après t'es coupé et les Clippers se récupèrent et ça devient des très bons coups de 2021, hein, du coup, forcément. On n'a pas parlé de Seth Curry aussi. On est d'accord que Seth Curry, on est juste sur la bonne histoire, le papa commentateur, le fiston joueur, mais que on s'approche un peu de la fin là, quand même, Seth Curry, non? Oui, c'est ça. Clairement, le problème plus de régularité au shoot et trop ciblable en défense. Je pense qu'il n'y a pas trop de futur pour lui. Seth Curry qui a un frère NBA. Et figure-toi que son frère aussi a un frère en NBA. C'est fou, ça. Ça à Zad. Si vous avez la private joke du quiz de cette saison, sinon regardez sur YouTube, il y aura la référence. Bon, voilà, on a fait un petit tour, on a fait un bon petit tour de cette équipe on a fait 1h30. Est-ce que cette équipe méritait 1h30? Je suis pas sûr, mais en tout cas, on a pris plaisir à détailler quelques éléments intéressants, en tout cas, on l'espère. Mais merci beaucoup, en tout cas, Alex, d'être passé sur le Basket Lab. Merci, j'ai été ravi de participer en espérant que ça donne envie à certains de s'intéresser à Charlotte l'année prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère d'ailleurs que j'en parle pas trop, mais c'est vrai que comme dit, le rythme est un peu effréné. Bon, n'hésitez pas à faire des stocks, ou alors n'hésitez pas à ne pas tout écouter, hein, bien sûr, je pense que c'est un peu, notamment les mauvaises équipes, tout le monde n'a pas forcément besoin de tout écouter. Alors, les gens qui veulent, tant mieux pour eux, mais c'est vrai que n'hésitez pas aussi à aller piocher plutôt que tout l'épisode sur les Pistons, allez juste voir sur le flux extrait qu'est-ce qu'on dit de Kate Cunningham, par exemple, ça peut être juste le morceau qui vous intéresse, qui intéresse le plus grand nombre, donc YouTube ou podcast aussi, le flux secondaire, le flux extrait, et donc, la prochaine fois, après avoir parlé des Hornets, nous allons revenir sur du un peu plus sexy, quoique pas non plus des tonnes, mais on va parler de Scottie Barnes et des Toronto Raptors. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Alexis d'être passé sur le Basket Lab. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.